Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette première conférence d'un cycle de 4 qui va se tenir sur la zététique, initiation à l'esprit critique et autodéfense intellectuelle, organisée en collaboration avec l'Observatoire zététique, dont l'objectif est en fait de faire de l'investigation scientifique autour des phénomènes réputés paranormaux. Et donc dans ce genre de contexte, on s'amène à s'intéresser notamment à l'astrologie par exemple. Serge Brett-Morel, qui est avec nous ce soir, était un tenant de l'astrologie. C'est pas le seul à l'Observatoire zététique. En fait, il y a pas mal de gens qui viennent du monde du paranormal et qui, en essayant de montrer que scientifiquement ça tient la route, se sont retrouvés face à un mur. Et c'est extrêmement intéressant de regarder quels sont les arguments en fait, qui arrivent à faire changer les opinions sur ce genre de sujet. Donc, je vous laisse avec Serge Brett-Morel. Donc moi, ce soir, je vais vous parler d'astrologie et d'analyse critique de l'astrologie, en posant une question frontale. On va y aller directement. Y a-t-il du vrai en astrologie ? Et comme le disait Florent, j'ai cru en l'astrologie, je l'ai pratiqué pendant quelques années. J'ai été membre d'une association nationale, d'une fédération d'astrologues, en fait, membre du bureau d'ailleurs, ce qui fait que ça m'a permis de rencontrer énormément d'astrologues, d'être au contact avec eux, d'échanger avec eux, d'être des fois d'accord, souvent de ne pas être d'accord. Et j'ai eu l'originalité de chercher un petit peu ce qui ne marchait pas. C'est-à-dire presque une démarche scientifique, en tout cas sceptique. À force de trouver des problèmes, des contradictions, ce genre de choses, petit à petit, j'ai fini par y croire, de moins en moins. Et puis d'arrêter de pratiquer. Et finalement, je vais passer carrément du côté sceptique. Donc c'est tout un cheminement qui a pris des années, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il y a eu plusieurs étapes. Et aujourd'hui, j'ai gardé le goût de l'analyse de la chose, en fait, de la déconstruction de la discipline. Et vous allez voir que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. On va vraiment rentrer dans les détails. Vous allez le voir, l'astrologie, quand on ne connaît pas trop, c'est un domaine très fleuri. Quand je dis fleuri, en fait, je veux dire qu'il y a énormément d'angles d'approche différents qui sont possibles, ce qui fait que c'est très, très, très varié. Et de fait, l'analyse critique elle-même est à l'image de la discipline qu'elle analyse, et c'est un domaine très luxuriant. Pour moi, on ne s'ennuie jamais quand on analyse l'astrologie dans les détails. Moi, je ne m'ennuie jamais, vous allez voir. Et pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, très souvent, on a l'image d'une astrologie qui se limite à des prédictions, en général à cause des horoscopes de presse, à cause des prédictions pour l'année qui arrive, ce genre de choses, ce qui fait qu'on l'amalgame souvent avec la voyance. La façon d'aborder l'astrologie en fait que j'ai et qu'ont les astrologues en tout cas, c'est de l'aborder de façon technique. C'est-à-dire que normalement, sauf exception, l'astrologue ne réclame pas un don pour pratiquer l'astrologie. Il y a tout un système astrologique, il faut apprendre à s'en servir et à partir de ça, on peut pratiquer. Donc moi, je vais être beaucoup dans les questions techniques. On ne va pas être dans la philosophie, on ne va pas parler de l'avenir, est-ce qu'on peut prévoir l'avenir, ce genre de choses. On va être vraiment plus pragmatique. En fait, c'est un sujet qui est complexe, vous allez le voir. On peut l'aborder, comme je l'ai dit, de nombreux angles, de plusieurs façons différentes. Et moi, mes spécialités, c'est l'approche historique, l'approche technique, l'approche symbolique. Donc, j'essaie vraiment de m'approcher de ce que font les astrologues. Les questions qu'on va poser, c'est l'astrologue est-il certain de tout ce qu'il sait ? On va poser la question indirectement. Et est-ce qu'il est certain de tout ce qu'il utilise ? Est-ce qu'il pense vraiment est-ce que c'est vraiment assuré ? On va se poser ces questions-là. Posons-nous donc quelques questions qui, pour certaines, seront inédites. C'est mon apport à moi. Et certaines sont parfois interdites du côté des astrologues. Il y a certaines questions que j'ai posées quand j'y étais et qu'il ne fallait pas poser. Alors, y a-t-il du vrai ? Donc, pour l'instant, on va faire une approche théorique. Et on va commencer avec ce que j'ai appelé la consistance des astres de l'astrologie. Qu'est-ce qu'un astre en astrologie ? Pour qu'on voit un petit peu de quoi on parle. On va commencer avec les étoiles de l'astrologie contemporaine. Et donc j'aime bien commencer avec celle-ci, avec cette image-là. Grâce au logiciel Stellarium, qui est un logiciel d'astronomie gratuit qu'on peut télécharger sur Internet, j'ai représenté la constellation du Sagittaire, qui est devant ici la Voie lactée. On ne va pas rentrer dans les détails. Et en fait, on voit des dizaines, des centaines d'étoiles, et certaines de la constellation, d'autres qui ne sont même pas visibles à l'œil nu. Et c'est juste pour dire que l'astrologie ne se réfère à aucune de ces étoiles. Donc, dans l'astrologie, en fait, il n'y a qu'une seule étoile.
Donc je vais parler de techniquement ce qu'on appelle l'astrologie tropique, la plus répandue. La seule étoile, c'est le Soleil. Donc c'est vrai qu'en général, on mélange un peu ces choses-là. L'astrologie, c'est entre guillemets, la science des étoiles, ce genre de choses. En fait, non, pas vraiment. Quand on pratique l'astrologie, on se réfère pas comme ça aux étoiles. Il y a une toute petite minorité d'astrologues qui essayent, mais c'est vraiment une minorité. Donc l'une des questions qui va revenir régulièrement, c'est est-ce que le ciel de l'astrologie, c'est vraiment le ciel? Est-ce que c'est le ciel réel? Est-ce que c'est autre chose? Autre question qu'on peut se poser, là je ne vous ai montré que des étoiles, mais l'astrologie se réfère bien sûr à ce qu'on appelle les astres errants, c'est-à-dire ceux qu'on voit se déplacer au fil des jours, des semaines et des mois, quand on observe le ciel, à savoir les planètes, le Soleil et la Lune. Donc ici, nouvelle représentation. Sur l'image de gauche, j'ai représenté une région de la constellation du Lion. Et on voit cette fois-ci le Soleil qui apparaît et 3 planètes qui sont Mercure, Jupiter et Vénus. Donc cette image-là, en fait, c'est ce que j'ai appelé le ciel des astronomes, dans le sens où c'est le ciel qu'on peut observer avec un télescope, on va dire, si on enlève l'atmosphère terrestre. Donc on a les étoiles, on a les planètes. Sur la partie droite, donc cette nouvelle image-là, c'est la même zone du ciel avec ce que les astrologues utilisent. Donc je l'ai appelé le ciel des astrologues. On remarque, comme je l'ai dit auparavant, qu'il n'y a plus une seule étoile. Donc ça, c'est constant. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a un alignement. En fait, quand on est en astrologie, on ne travaille pas sur les positions réelles des planètes, telles qu'elles sont dans le ciel. Il y a des calculs qu'il faut faire pour calculer des positions, qui vont être des positions théoriques. En fait, la ligne passe à peu près là. Et donc, les positions des planètes vont être projetées sur cette ligne. Donc Jupiter doit être par là, elle est projetée là, alors que Vénus doit être plutôt ici, et donc elle se retrouve là. Le ciel des astronomes, c'est vraiment le ciel réel, celui qu'on observe, qu'on voit directement, et le ciel des astrologues, qui est un ciel finalement assez virtuel. Donc la consistance des astres de l'astrologie, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment la même zone du ciel. Là, moi, je vous ai proposé une représentation physique, un peu telle qu'on le verrait avec nos yeux. La représentation qu'utilisent les astrologues, c'est celle-là. Donc c'est vraiment la même situation que j'ai représentée dans le zodiaque des signes astrologiques, qui est utilisé par les astrologues. Et en fait, je vous disais que c'était aligné, parce que c'est une partie du ciel. Mais si on suit la ligne, elle va faire, on va dire, le tour du ciel, et en fait, on retrouve un cercle. Et c'est pour cette raison que quand on voit une carte astrologique, en fait, les planètes, le Soleil, la Lune, tout ça, semblent toutes parcourir une ligne. Et donc voilà, on est dans une représentation qui est vraiment géométrique, en fait. On est très loin du ciel réel. Changeons de plan et posons-nous la question physique. Est-ce qu'on peut rendre compte de l'astrologie du point de vue physique ? L'un des arguments qu'on entend le plus souvent, c'est le fait que la Lune et le Soleil ont une influence réelle sur la Terre, sur la vie. Et donc, puisque la Lune et le Soleil ont des influences, pourquoi ne pas justifier l'astrologie de cette façon-là ? En fait, c'est une généralisation abusive dans le sens où l'influence de la Lune, c'est essentiellement, en tout cas physiquement, sur les marées. Donc cette influence-là, on la mesure. Elle est possible, on peut la mesurer parce que c'est sur de grandes quantités d'eau. Donc c'est un petit peu la différence avec nous. En fait, le corps humain est composé d'une grande partie d'eau, comme tous les êtres vivants. Mais si les effets de la Lune sont visibles à grande échelle, à petite échelle, c'est pas le cas. Donc c'est pas un argument en fait qu'on peut utiliser aussi facilement. De la même façon, le Soleil nous influence. Le Soleil, on sent bien son rayonnement. C'est lui qui est à l'origine des saisons, ce genre de choses. Enfin, quoique, c'est lié à la position de la Terre. Et même argument, si on imagine quelqu'un qui travaille auprès du feu, donc j'ai pris l'exemple comme ça d'un pizzaiolo par exemple, mais on pourrait en prendre d'autres, est-ce qu'il faudrait tenir compte des rayonnements du feu de bois ? Est-ce qu'il y a certains rayonnements, lesquels ou pas ? Est-ce que ça remettrait en question l'influence astrologique dans ces cas-là ? Et en fait, ça ne marche pas, quoi. Donc la question du Soleil, c'est comme celle de la Lune, en fait, quand on regarde à grande échelle peut-être, mais à l'échelle individuelle, à part le bronzage et ce genre de choses, pour l'instant on ne peut pas aller plus loin. En fait, l'idéal pour l'astrologie, ce serait qu'on envisage une force universelle, à l'échelle du cosmos, puisque l'astrologie se veut universelle, ne serait-ce qu'à l'échelle du système solaire.
Et là, ça permettrait de rendre compte éventuellement d'une influence. Elle existe, cette force, on l'a découverte il y a longtemps, c'est la gravitation universelle. Donc, parfait, on a une force qui est à l'échelle cosmique, et donc, est-ce qu'on peut justifier l'astrologie avec elle? Le problème, c'est que non, on ne peut pas. Quand on essaye de rendre compte, par exemple, de l'importance des planètes, on voit que la planète qui a le plus d'influence gravitationnelle sur la Terre, c'est Vénus. C'est pas Jupiter qui est la plus grande planète du système solaire, qui est très très importante en astrologie, mais au niveau gravitationnel, en général, c'est Jupiter qui influence le plus, mais de temps en temps, c'est Vénus. Ça dépend des distances qui sont en jeu. Au niveau des signes astrologiques, on ne sait pas rendre compte de 12 signes astrologiques. Pourquoi 12 ? Pourquoi le long de l'écliptique ? Je ne rentre pas dans les détails. En termes de gravitation, il n'y a absolument rien de matériel qui peut permettre de rendre compte de ce genre de choses. En termes de maison astrologique, pour rester vraiment dans le détail technique, pour aller un peu plus loin, c'est un classement qui est local, on va dire, qui dépend de la position sur Terre. Et en fait, à l'échelle des planètes, qu'on soit à un endroit ou à un autre sur Terre, en termes de gravitation, ça ne change absolument rien. Qu'on soit vraiment... la Terre fait à peu près 12 000 km de diamètre. À l'échelle des millions et des millions de kilomètres qui nous séparent des astres, ça ne permet pas de rendre compte des différences au niveau des maisons. Il y a des angles aussi qui sont utilisés en astrologie. De la même façon, les angles, on ne voit pas comment les rapprocher des forces. Donc en termes de gravitation, comme ça, pour l'instant, on ne peut pas justifier l'astrologie. Cette force universelle existe, mais elle ne rend vraiment pas compte de la technique astrologique. Alors des astrologues se sont dit, oui, mais on a bien vu que dans les stations spatiales, on essaye de faire pousser des plantes, on fait des expérimentations, on est en état de ce qu'on appelle la microgravité. C'est-à-dire que les objets ne sont pas affranchis de la gravité, ils sont juste dans une situation particulière qui fait que on la sent plus, on va dire. On est en apesanteur, elle est toujours là. Et en fait, en microgravité, les interactions qu'on doit imaginer sont très faibles. Et ça tombe bien, puisque en fait, les forces des planètes, quand on essaye de les calculer en termes d'intensité, là, on a comparé à la Lune, par exemple, on est à du 1 centième ou du 1 milliardième par rapport à l'influence que la Lune exercerait sur nous, qui elle-même est très très faible par rapport à celle du Soleil, qui est encore plus faible par rapport à celle que la Terre exerce sur nous. En fait, l'astre qui exerce la plus grande influence sur nous, c'est la Terre. On l'oublie tout le temps. Et donc, quand on compare celle-ci avec les autres influences, les autres astres, il n'y a vraiment pas de comparaison, en fait. Mais justement, en termes de, c'est un petit peu pour plaisanter, mais j'ai appelé ça la gravitation homéopathique. On a de toutes petites forces, c'est un petit peu les mêmes justifications qu'en homéopathie, ces toutes petites influences, si elles existent. Justement, donc je viens de vous expliquer pour la station spatiale, en plus c'est une influence qui est personnalisée. Parce que si vous naissez presque au même moment, mais à 200 km d'ici, votre carte de naissance est différente. Alors qu'en termes de gravitation, toujours, ça ne change rien. Il n'y a vraiment rien qui change par rapport aux planètes, au Soleil, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est sur Terre, comme je viens de le dire, on n'est pas isolé de la Terre. On n'est pas isolé de la gravitation terrestre. On n'est pas du tout en état de microgravité. Donc en tout cas, ce n'est pas une question qui peut se poser. On ne peut pas défendre l'astrologie par de toutes petites forces, en fait. Elles disparaissent à côté des influences qui sont à côté de nous. On peut poser la question des rayonnements aussi. Des astronomes se sont posé la question, ils ont essayé de mesurer les rayonnements en provenance des planètes, qui sont essentiellement du domaine infrarouge, mais qui sont très très faibles, vraiment très très faibles, bien plus faibles que les rayonnements qu'on a autour de nous tous les jours. Le magnétisme, ça a été envisagé aussi, pourquoi pas. Pareil, c'est très 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 faible. Et en plus, j'ai envie de dire, dans la société contemporaine, on est entouré de champs magnétiques. Donc c'est encore un nouvel argument pour dire, mais alors si en plus l'explication était magnétique, l'astrologie ne marche plus en fait, elle devrait être complètement modifiée par rapport à la tradition. Donc c'est un argument qui se retournerait même contre l'astrologie. En fait, les astrologues ont abandonné l'idée de causalité depuis quelques dizaines d'années déjà. Ils ont dit non, mais l'astrologie n'est pas scientifique, elle n'est pas causale, et donc il y a des coïncidences, il y a des synchronisations, des synchronicités aussi, et en fait les astrologues essayent de se placer ailleurs. Et pour moi, c'est vraiment une posture de repli, parce que quand on suit la tradition astrologique, l'histoire de l'astrologie, les astrologues ont toujours cherché à essayer d'expliquer l'astrologie causalement, avec les connaissances de leurs époques.
Donc elle varie d'une époque à une autre. Mais en fait, la tradition, ça a été toujours d'essayer d'expliquer les choses causalement. Quand on parle d'influence, par exemple, quand on remonte suffisamment loin, c'est parce que ça renvoie à l'idée d'un flux, l'idée de quelque chose qui coule, qui pourrait couler du ciel, couler des planètes et nous tomber dessus. Donc c'est vraiment une idée qu'on pouvait avoir auparavant. Donc aujourd'hui, les astrologues se sont affranchis de la critique de la causalité, mais pour moi, il n'y a pas de raison en fait. C'est un choix, c'est une posture. On change de plan, on va aborder la question des symbolismes. Quand vous entendez parler du Verseau, du Taureau, du Bélier, là on est dans toute autre chose. On a des interprétations qui sont permises par ces symbolismes quand on les applique aux gens, quand on les applique aux situations. Et donc l'astrologue peut porter des jugements sur la personnalité des gens, sur le sens des événements qui leur arrivent. Toujours pour l'instant sur le plan théorique, on peut se poser la question de l'origine des symbolismes, de la cohérence des symbolismes, voire d'une certaine évidence. Et des fois, ça paraît tellement évident. Pour commencer, au niveau de l'origine, l'ancienneté en fait des symbolismes, d'abord, personne ne sait vraiment comment ils ont été définis, d'où est-ce qu'ils sortent exactement. Les astrologues n'ont pas d'explication, les historiens non plus. En plus, ça varie beaucoup au fil du temps. Si on prend des constellations, puisqu'au départ ça vient des formes des constellations, en tout cas pour certaines, on retrouve le Taureau et le Verseau par exemple très très loin dans le temps. Sur les tablettes mésopotamiennes, je crois qu'on les trouve 4000 ans, il y a 4000 ans, donc 2 ou 3000 ans même avant notre ère. Donc il y a certaines constellations qui sont très très anciennes, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus récentes. Par exemple le Bélier, en Mésopotamie, n'existe pas. On l'appelle le journalier, c'est autre chose. Et puis la balance est semble-t-il encore plus récente. La balance en fait occupe maintenant depuis un petit moment, mais auparavant elle était appelée les pinces du Scorpion, parce qu'elle est juste à côté du Scorpion. Et en fait, c'était une partie d'une très grande constellation qui précède de loin l'astrologie. Et en fait, cette très grande constellation finalement a été un petit peu morcelée. Elle est d'ailleurs très en dehors du zodiaque. Et en fait, il y a des symbolismes qui sont très anciens, il y en a d'autres qui sont plus récents. Donc finalement, l'origine, on ne sait pas trop d'où ça vient, et en tout cas, en termes astrologiques, on ne voit pas comment le justifier. En termes de cohérence, maintenant, des symbolismes, les astrologues contemporains, en tout cas, ont tendance à justifier, par exemple, les signes astrologiques en fonction des saisons. C'est-à-dire qu'il y a des signes d'hiver, des signes de printemps, des signes d'été et des signes d'automne. Et en fait, ils essayent de trouver une logique entre le Bélier, qui va être considéré comme le premier signe, et puis les poissons qui vont être les derniers. Et en général, on se réfère à l'image d'une graine. La graine qui, en hiver, est dans la terre, est fixe, et attend le printemps pour commencer à se développer, éclore. Le printemps, l'été, donc se développer, donner une plante, etc., qui, arrivé en automne, va commencer à décliner, et puis, de nouveau, voilà l'hiver. Et donc, ils essayent ils arrivent à créer une cohérence entre les signes, donc à faire ce qu'on appelle un cycle. Ça pose des problèmes qui sont pourtant connus, mais bon, il n'y a pas de solution. Il y a le problème de la Terre, de la géométrie de la Terre, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. C'est-à-dire que moi qui suis du signe du Verseau, donc un signe d'hiver, assez introverti, je ne montre pas trop mes émotions, ce genre de choses. Si j'étais né en Australie, je serais né en été. Donc en fait, le symbolisme est local. Il ne peut pas être étendu du nord au sud. C'est un vrai problème. Quand j'étais dans la communauté, en général, on ne pose pas la question, et puis ceux qui la posent n'arrivent pas à trouver une réponse. La meilleure hypothèse, c'est de dire tous les Verseaux sont comme en Europe, en fait, autour du bassin méditerranéen, mais par contre, il n'y a pas d'explication. Une fois, on avait contacté des astrologues du Venezuela, et ils n'avaient pas non plus d'explication. Donc ça, c'est l'un des arguments. C'est un argument qui revient souvent. Mais en fait, il est limité parce que l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, ça commence à l'équateur. Mais au niveau de l'équateur, il n'y a pas vraiment 4 saisons. Le climat n'est pas le même, en fait. Donc hémisphère nord, hémisphère sud, c'est quand on s'éloigne quand même de l'équateur. Au niveau de l'équateur, on ne peut pas rendre compte des saisons comme on les a chez nous. Ça, c'est aussi une grosse contradiction. Quand on l'étend, on peut très bien aller en se rapprochant des pôles, donc le Groenland, ce genre de choses. Et là, en termes de climat, c'est encore différent. Et c'est pas évident d'appliquer les 4 saisons comme chez nous, même si on doit pouvoir faire des parallèles. Et si on prend au mot en même temps l'astrologie et la justification par les saisons, en fait, quand on est aux alentours, par exemple, du 21-23 septembre,
qu'on va changer de saison, on va passer en automne. En fait, techniquement, en astrologie, c'est du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on est en été peut-être le 22, on est en automne le 23. Et évidemment, dans la nature, ça ne se passe pas comme ça. C'est jamais du jour au lendemain. Donc, ça pose aussi d'autres problèmes si on prend au mot la définition. En théorie, quand le soleil change de signe, à ce moment-là, c'est limite d'une heure à l'autre qu'on change de saison. Si on est vraiment précis. Donc voilà, si on va loin dans les significations du système, on arrive à ce genre de contradiction. Le plaisir, pour le plaisir, en ce moment, on est en plein réchauffement climatique. Est-ce que ça doit poser problème en termes d'interprétation saisonnière ? Il n'y a plus de saison, on l'entend tout le temps. Est-ce que les astrologues peuvent en tenir compte ? Je ne pense pas. En termes d'évidence, parce qu'il y a des symbolismes astrologiques qui paraissent évidents, et on va en parler rapidement. Par exemple, les genres du soleil et de la lune. Quand on dit que quelqu'un est solaire ou qu'il est lunaire, les artistes aiment bien employer ce genre de vocabulaire. Et en fait, le soleil, c'est un principe qui est plutôt masculin, qui est actif, et la lune, c'est un principe plutôt féminin, on va dire plutôt passif, et qui renvoie vers les émotions, ce genre de choses. Le problème, c'est qu'on dit le soleil et la lune en français, mais en allemand, c'est le contraire. C'est la soleil et le lune. Donc finalement, c'est pas du tout évident. C'est pas si évident que ça. D'ailleurs, je me suis jamais renseigné à savoir comment faisaient les astrologues allemands à ce niveau-là. Comment ils justifient la différence. Donc il y a une ligne qui a sauté, c'est pas grave, elle va arriver. Voilà. Juste pour le plaisir, le taureau est un signe féminin. En termes d'évidence, il y a moins évident quand même. Enfin, c'est très contradictoire quand même, le taureau. Et donc, oui, ces exemples sont des exemples parmi de nombreux autres. Il y en a plein comme ça, qui ne sont pas récents. Il y en a certains, le taureau, le signe féminin, par exemple, Kepler le dénonçait déjà il y a 400 ans. Et donc, il y en a d'autres qui l'ont sûrement dénoncé depuis plus longtemps. Donc là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ceux qui connaissent la question des maîtrises aussi, c'est quelque chose d'insoluble et il y a même des astrologues qui s'en moquent entre eux. Enfin bon. En termes de signes astrologiques, maintenant, j'aime bien aussi parler de ça, en termes de tradition astrologique. Est-ce que les signes astrologiques sont une tradition de l'astrologie ? La question est intéressante parce que c'est encore une question d'évidence. On dit oui, mais les signes astrologiques ont été créés il y a 2000 ans, 2500 ans peut-être. Donc c'est quand même très très ancien, ça a été posé, les astrologues ont eu le temps de les étudier, etc. C'est vraiment ce qu'on appelle l'argument d'autorité, c'est l'âge qui compte. Or, justement, aujourd'hui, en fait, les signes astrologiques sont vraiment devenus des piliers. Il n'y a pas un astrologue qui n'utilise pas les signes astrologiques. Enfin, si, il y en a. Il y en a, mais la plupart, vraiment, les utilisent, les revendiquent dans les horoscopes de presse, par exemple, et dans les consultations. Donc, on ne saurait pas comment se passer des signes astrologiques. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a 1 an, j'ai eu accès à un travail qui a été fait sur la naissance des horoscopes de presse. Comment sont apparus les horoscopes de presse et quand ? C'est une question en langue française, il n'y a pas d'explication pour l'instant, on ne le sait pas trop. Donc je le développe dans mon livre qui est ici. Et en fait, il semble que les horoscopes sont apparus dans les années 30 et en Angleterre. Il y a tout un tas, il y a un concours de circonstances qui fait que, mais il y a toute une conférence à faire là-dessus. Et donc c'est un astrologue qui s'appelait Naylor qui a profité d'un concours de circonstances pour rentrer dans la presse anglaise et puis se faire connaître. Le problème, c'est qu'il se référait aux signes astrologiques régulièrement. C'était un truc qui commençait à poindre, on va dire, chez certains astrologues. Et les astrologues en place n'étaient pas contents, n'étaient pas du tout d'accord. Et donc, ils ont commencé à se plaindre. Par exemple, donc c'est des astrologues de la British Astrology, je ne sais plus, enfin c'est une grande association anglaise, expliquait que l'un des aspects les plus trompeurs de ces articles de journaux est l'extraordinaire importance donnée à la position du soleil dans les signes, comme s'il n'y avait pas d'autres influences importantes à considérer. C'est vrai que les horoscopes, notamment, ne peuvent s'appuyer que sur la position du soleil en signe. Ils ne tiennent pas compte de tous les autres paramètres. Par exemple, si on prend cette carte astrologique qui est là, l'horoscope de presse ne va utiliser que la position qui est ici. Là, le soleil est en poisson. Et toutes les autres, il ne les utilise pas. Il ne peut pas. Il se plaignait encore en disant « Mais cette affaire du signe solaire est toute récente. Elle n'apparaît dans aucun des travaux anciens sur l'astrologie. » Ah, mais ce n'est pas une tradition finalement.
Et leurs auteurs considèrent même qu'elle est l'une des plus petites influences dans le thème de naissance. Alors là, c'est carrément contradictoire, on ne s'y attend pas. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais très étonné. Cela voudrait dire que les personnes du même signe ont le même caractère, les mêmes facultés et dispositions, une idée complètement fausse qui donne une idée erronée de l'astrologie. Ce sont des astrologues qui écrivent ça dans les années 30. Donc en fait, les signes astrologiques sont dans l'astrologie depuis très longtemps, mais ils n'étaient pas utilisés comme on les utilise aujourd'hui. En fait, ils sont tous, sauf une tradition multimillénaire. Pour vous donner une idée, donc, les représentations circulaires comme celle-ci ont maximum un siècle, elles n'ont pas plus de 100 ans. C'est quelque chose qui est très récent. Et auparavant, quand un astrologue faisait un thème de naissance, ça ressemblait à ça. Donc ça, c'est le thème de naissance de Kepler, qu'il a fait lui-même, en fait. C'est écrit de sa main, l'astronome Kepler. Et en fait, on voit qu'il n'y a pas du tout de cercle comme on en a d'habitude aujourd'hui. En fait, les positions en signe étaient utilisées. Là, on voit le Verseau, le Poisson. Ici, on a le Lion. Et en fait, les astres sont positionnés en signe, les maisons astrologiques aussi. Mais en fait, ils ne servent qu'à positionner. C'est juste du repérage. Alors que c'est depuis, en fait, à peu près 80 ans, 100 ans, qu'on commence à interpréter les positions en signe. Donc la tradition des signes astrologiques est très très récente, en fait. En plus, si on prend au mot la question des signes astrologiques, ça pose un problème astronomique. Donc j'aime bien aussi montrer cette représentation on va dire, d'une partie du ciel. Si on place les 12 signes astrologiques les uns à la suite des autres, ça donne ce qu'on appelle la bande zodiacale, donc le couloir entre guillemets qui est ici. Si on les projette sur la voûte céleste, sur les constellations telles qu'elles sont définies aujourd'hui, donc ce sont toutes les constellations qui sont en rouge ici, avec les formes un peu biscornues. En fait, on voit déjà la différence entre les signes astrologiques qui sont à peu près datés de 500 avant Jésus-Christ, et puis les constellations astronomiques qui, elles, sont définies de cette façon-là depuis seulement 1930. Donc déjà, c'est pas identique. Par exemple, je vous parlais du Scorpion, qui est ici. La constellation du Scorpion traverse en fait le zodiaque, mais en sort énormément. Peu importe, ce que je voulais vous montrer ici, c'est Pluton. Pluton, c'est un astre qui a été découvert en 1930, donc c'est aussi très très récent. Et 500 ans avant Jésus-Christ, ils n'avaient pas prévu ce genre de choses. Ils n'avaient pas prévu non plus qu'on découvrirait Uranus, Neptune, etc. Donc j'ai représenté le trajet de Pluton en fait sur la voûte céleste pendant un de ses cycles. Donc un cycle de Pluton, je crois que c'est 248 ans. Et en fait, si on regarde bien où passe Pluton, elle passe dans le zodiaque ici, elle y repasse là, mais en fait elle passe l'essentiel de son temps en dehors du zodiaque. Donc le zodiaque des signes n'est même pas prévu pour pouvoir accueillir Pluton. Donc ça pose des problèmes. En plus, en 2003, on a découvert un autre astre qui s'appelle Eris, qui est un peu plus loin que Pluton, qui fait à peu près la même taille. Et lui, en fait, je ne l'ai pas représenté ici, mais si je voulais le représenter, je crois qu'il aurait tendance à faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il passe là, et puis il doit redescendre ici, quelque chose comme ça. Donc là, on est carrément en dehors, et on voit qu'en fait, le zodiaque ne sert pas à vraiment localiser les astres. Il a été conçu pour localiser ceux qu'on voyait à l'œil nu à l'époque, donc il faut le remettre en contexte. Pour l'époque, c'était déjà très très bien pour les débuts de l'astronomie, mais c'est pas du tout prévu, et il n'est plus du tout capable, en tout cas, de se confronter à l'astronomie actuelle, on va dire. Le zodiaque des signes, c'est vraiment un outil de repérage qui est devenu désuet, qui est vraiment dépassé, en fait, depuis longtemps pour l'astronomie. Si on parlait maintenant du milieu astrologique des hommes, puisque donc je l'ai côtoyé, et par rapport à tout le flou que je viens de décrire, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est quelles sont les précautions que prennent les astrologues, au moins au niveau collectif, pour essayer de ne pas partir en vrille et d'être complètement anarchique. Et en fait, sur quoi repose le consensus astrologique ? Question qu'on peut poser. Au niveau local, déjà, les astrologues se réunissent en association. Ce sont uniquement des associations. Il n'y a aucun regroupement vraiment de professionnels de l'astrologie. Au niveau national, il n'y a pas d'ordre des astrologues, il n'y a pas de syndicat des astrologues, puisque c'est une profession. Il n'y a pas de code déontologique pour tous les astrologues. Il n'y a pas de revue collective non plus, dans laquelle ils pourraient publier leurs découvertes ou discuter des connaissances de l'astrologie. En termes d'universitaires, il y en a très très peu. Moi, j'en ai connu moins d'une dizaine.
Et certains avec comme particularité surtout d'avoir acquis leur doctorat très très tard dans leur vie. La plus connue, c'est Elisabeth Tessier, qui a passé son doctorat, je crois qu'elle avait 60 ans, à peu près un peu plus de 60 ans. Ce qui fait que pour ces docteurs-là, en fait, tous leurs travaux ont été effectués bien avant. Bien avant, peut-être 40 ans, 30 ans, avant leur doctorat. Et en fait, le titre universitaire à ce niveau-là, c'est quelque chose de prestigieux, mais qui ne justifie pas des théories qui ont été les leurs et qu'ils ont développées bien avant. Il n'y a pas vraiment eu de théorie après. Il y a aussi des écoles d'astrologie, mais ce sont des écoles privées. Ce sont des écoles privées dans lesquelles il y a des enseignements donc privés, mais en fait qui diffèrent totalement d'une école à une autre. C'est pour ça que pour moi ils sont complètement anarchiques en fait. Il n'y a pas de cohérence dans les enseignements de l'astrologie. Et puis, à moins que ça ait changé, mais ça m'étonnerait, on n'enseigne jamais aux astrologues ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, je veux dire en termes de biais d'interprétation, de biais techniques, de ce dont on va parler un petit peu après. C'est des choses qui ne sont pas enseignées. Alors que pourtant, il y a vraiment besoin. C'est un domaine qui reste flou et ces choses-là n'apparaissent pas dans les enseignements. En fait, dans le monde astrologique, il y a beaucoup de courants d'idées qui sont incompatibles. Quand je dis incompatibles, ce sont des astrologues donc, qui ne s'entendent pas entre eux sur les interprétations, sur les fondements, et qui ont même refusé de s'asseoir à la même table pour monter un syndicat, pour essayer de s'organiser professionnellement, d'essayer de niveler un peu tout ça. Et en fait, il y a des courants avec des noms, que ce soit l'astrologie traditionnelle, l'astropsychologie, conditionnaliste, etc. Il y en a plein. Conclusion, en fait, il n'y a pas de consensus astrologique. Alors c'est souvent étonnant parce que dès qu'on entend un astrologue parler, il est confiant, il est sûr de lui, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il parle au nom de tous. Mais en fait, c'est jamais le cas. Il parle au nom de ses croyances et en tout cas de son courant d'idées, quand il appartient à un courant, parce que c'est pas toujours évident. En fait, il y a une véritable anarchie dans le milieu, il n'y a pas d'organisation, et quand on connaît la chose de l'intérieur, c'est une vraie cacophonie en fait. Une précision historique, on pourrait penser que c'est comme ça aujourd'hui, mais en fait non, ça a toujours été comme ça. Il y a un historien qui a travaillé à la fin du 19e siècle sur l'astrologie grecque, qui s'appelle Boucher-Leclerc, et en fait, il a lu vraiment tout ce qu'ont fait les astrologues grecs, on va dire avant notre ère, même un peu après, et en fait, il décrit la même situation. Donc c'était en 1899 qu'il travaillait, c'est pas aujourd'hui. Et c'était déjà comme ça, en fait. Chaque astrologue invente quelque chose, amène un nouveau facteur astrologique à interpréter, se démarque de ses confrères, propose une nouvelle théorie. Ça a toujours été comme ça. Donc en conséquence, il n'y a vraiment aucune assurance méthodologique dans leur travail, en tout cas au niveau collectif. Il faut que chacun justifie de lui-même ce qu'il fait. Et en fait, il n'y a vraiment pas de contexte favorable à la production d'une connaissance. Une connaissance au sens contemporain du terme. Donc une connaissance entre guillemets sûre. Est-ce que l'astrologie a été testée ? Ça peut être intéressant quand même de la tester et puis se dire, malgré tout ça, il y a peut-être quelque chose de vrai quand même, donc il faudrait aller voir. Donc là, on n'est plus dans la théorie, on rentre quelque part dans la pratique, on est un petit peu entre les deux, on approche le volet expérimental. Il y a une étude qui est sortie en 2003, donc une méta-analyse d'un monsieur qui s'appelle Geoffrey Dean, qui a comme particularité d'être lui aussi un ancien astrologue. Alors pas n'importe quel astrologue, il a été président de la fédération, je crois, des astrologues d'Australie. Donc il a vraiment dirigé là-bas, et puis il est sorti de l'astrologie déjà depuis très longtemps. Et en fait, sa méta-analyse donc regroupe, c'est une analyse d'un très grand nombre d'expérimentations qui ont eu lieu, puisqu'en fait l'astrologie a déjà été testée un grand nombre de fois, et a été testée avec des astrologues. Parce qu'il y a des expérimentations qui se font sans eux, et on verra, des fois il n'y en a pas besoin, mais quand même le mieux c'est de les tester en pratique, quoi. Donc là, par exemple, 750 astrologues, 1150 thèmes de naissance, donc sur des expérimentations différentes. Qu'est-ce qu'il en conclut ? Les sujets, en fait, sont confrontés, on va parler des expérimentations elles-mêmes. L'une d'entre elles, en fait, on prend un groupe de personnes, on demande à des astrologues d'établir leur portrait astrologique, et ensuite, on donne aux personnes leur portrait, mais accompagné de 2 autres, tirés au sort parmi les sujets de l'expérience. Évidemment, on ne leur dit pas lequel c'est, on leur demande de retrouver leur description. Donc, faite par un astrologue, il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit, en fait ? Quand ils ont à choisir entre 3 thèmes, finalement, ils réussissent dans 33% des cas. C'est-à-dire 1 fois sur 3. Exactement comme s'ils tiraient au hasard, en fait.
ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire le contraire. C'est-à-dire qu'on a fait passer des tests de psychologie au sujet. Donc le CPI, le Californian Personality Inventory, qui est un test, semble-t-il, sérieux. Et en fait, on a fait le contraire. On a donné 3 portraits psychologiques aux astrologues avec une date de naissance en leur demandant quel est le portrait qui correspond. Donc là, c'est vraiment l'astrologue qu'on teste. Et donc les astrologues réussissent dans 33% des cas. Parce que ça n'a pas été fait qu'avec un astrologue. Donc c'est encore comparable au hasard. Alors, pour simplifier les choses, dans les tests psychologiques, en fait, on a essayé de prendre une situation justement très simple, d'en prendre des sujets qui se démarquaient des autres, classés dans plutôt très extravertis ou très introvertis, parce que les astrologues prétendent pouvoir vraiment les reconnaître facilement. Le critère en lui-même, introversion-extraversion, est controversé depuis dans les sciences, mais en tout cas, les astrologues, eux, disaient que, ils réussissent dans 50,2% des cas. Encore une fois, pile comme s'ils tiraient au sort, en fait, avec une chance sur 2. Donc c'est assez terrible pour l'astrologie à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a essayé de mesurer la cohérence des interprétations des astrologues. C'est-à-dire que, d'accord, ils se plantent, mais est-ce qu'ils se trompent de la même façon ? Et en fait, est-ce qu'ils vont donner la même date au mauvais thème, par exemple ? Et en fait, on se rend compte que non. Les interprétations ne sont même pas cohérentes. Il y a vraiment quelque chose qui est plus proche de la créativité chez les astrologues. Ils ne s'en rendent pas compte. Et par contre, ça transparaît bien dans ce genre d'expérimentation. En 1958, ça c'est l'une des expérimentations qui sont décrites par Dean. Ce qu'on a fait, c'est que dans un hôpital à Londres, alors ça date peut-être pas de 1958, mais on a retrouvé les gens qui sont nés sur une semaine en 1958, il y en avait plus de 2000. Et en fait, on a essayé on leur fait passer des questionnaires, des tests, et voir si, du point de vue de la personnalité, on pouvait retrouver des points communs ou pas. Et puis, si dans leur réalisation personnelle ou professionnelle, ils avaient pu avoir des trajectoires un petit peu proches les unes des autres. Ce qui est vraiment intéressant, c'est comme il y en a 2000 qui sont nés sur une semaine, on les a classés dans l'ordre, et en fait, on n'a pas comparé tout le monde. On a comparé les personnes qui étaient nées vraiment les uns à côté des autres. En moyenne, il y a 5 minutes d'écart. En termes astrologiques, on parle de jumeaux astrologiques. Là, 5 minutes d'écart, c'est vraiment le thème est quasiment identique. Enfin, les deux thèmes sont quasiment identiques. Donc, on n'a pas seulement... Le but, c'était pas de tester les 2000 personnes en groupe général, mais vraiment les uns par rapport aux autres, avec quelques minutes d'écart. On n'a rien trouvé, rien du tout. Dans les tests de personnalité, dans les réalisations, il n'y a rien qui ressort. Donc, sur cette date-là, en tout cas, ça n'a pas marché. On pourrait envisager que ça puisse marcher à d'autres dates, mais si ça ne marche pas à toutes les dates, c'est déjà quelque chose qui devrait être intégré par les astrologues. Les astrologues n'ont jamais dit ça marche des fois ça ne marche pas. En 2008, une autre expérimentation, c'est encore différent, mais justement c'est très ça renseigne bien. En fait, c'est un chercheur qui a utilisé les données d'un assureur. Et donc, ce qui l'intéressait, c'était les maladies, les accidents que les personnes avaient pu avoir en fonction de leur signe astrologique. Ce qui est intéressant, c'est que là, il a travaillé sur des millions de personnes. Donc là, vraiment, s'il y a un effet astrologique, normalement, si des signes astrologiques, ont un impact sur soit les maladies, soit les accidents, ce que prétendent certains astrologues, c'est ce qu'on appelle l'astrologie médicale, on doit retrouver ça. Et effectivement, sur 5 millions de dates de naissance, on retrouve des pics dans les signes astrologiques. Alors ça, c'est un petit peu la surprise. Mais en fait, Austin nous dit non, mais mon fichier faisait 10 millions de personnes. La question, c'est, parce que quand on traite de grands fichiers comme ça, il y a des pics en fait qui apparaissent simplement par hasard, il y a plus de signes qui ont, des entorses, ce genre de choses. Et donc, si je prends les 5 autres millions, est-ce que je retrouve les mêmes pics ? Si oui, voilà, là on a vraiment, sinon une preuve, vraiment un indice fort, et sinon, c'était le hasard. Et effectivement, sur les 5 autres millions, on a toujours des pics, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc la meilleure interprétation, c'est qu'en fait, les signes astrologiques, à ce niveau-là, n'ont pas d'impact sur la santé des gens. Donc après, ça pose d'autres questions vis-à-vis des astrologues, mais là, on parle de 10 millions de personnes quand même. Si on continue vraiment dans la pratique, qu'on se rapproche du travail de l'astrologue, par rapport à tout ce que je viens de dire,
Il n'empêche, ce qui intéresse l'astrologue et son client, entre guillemets, c'est le vrai, c'est le concret, c'est le quotidien, c'est l'utile, c'est les questionnements sur soi. C'est ce genre de choses que le client va chercher, c'est ce genre de choses que produit l'astrologue. Les questionnements un petit peu théoriques que je viens de poser, certains se les posent, la plupart ne se les posent pas. L'astrologue est un praticien d'abord. Les théoriciens astrologues sont très très rares. En fait, il faut bien distinguer, j'ai envie de dire, à ce niveau-là, l'astrologie de la preuve et l'astrologie de la consultation. Moi, là, je viens de vous parler de l'astrologie de la preuve, de la théorie. On essaye de comprendre et de s'assurer qu'il y a quelque chose au-delà du témoignage. Mais l'astrologie de la consultation, c'est pas cette logique-là. On a deux êtres humains qui se rencontrent. On va utiliser l'astrologie comme support. Et puis, on va essayer de créer quelque chose. Et en fait, moi, j'aime bien distinguer les deux avec la question du sens et de la technique. C'est-à-dire que dans l'astrologie de la preuve, c'est la technique qui prime. On n'est pas là pour aider les gens, j'ai envie de dire. On est là pour voir s'il y a quelque chose derrière l'astrologie. Donc la technique prime sur la question du sens. Alors dans la consultation, c'est le contraire. On n'est pas là pour discuter des fondements de l'astrologie, de son histoire, ce genre de choses. C'est le sens qui compte. On va parler de soi, de la personne, de sa vie, de ses problèmes. Et le sens va primer sur la technique. Par exemple, il y a certaines configurations qui ont des marges un petit peu d'erreur, on va dire ça comme ça. Et en fait, si pendant la consultation, un astre est 2 ou 3 degrés trop loin par rapport à où il devrait être pour qu'on puisse l'interpréter, bon, on va peut-être s'en servir quand même. Parce que si ça peut permettre de poser une bonne question à la personne, développer une problématique intéressante pour l'astrologue, tant pis, la technique ne doit pas être non plus complètement, bloquante. Et donc, on est vraiment à l'opposé de l'astrologie de la preuve. Donc réellement, l'astrologie de la consultation et l'astrologie de la preuve, c'est deux choses très différentes. Si on veut s'interroger sur y a-t-il quelque chose, c'est plutôt du côté de la preuve qu'on doit aller. Est-ce que l'astrologie peut servir à quelque chose? On est plutôt du côté de la consultation. Bon, je vais rester là pour l'instant. Quand on pratique l'astrologie, on a parlé des symbolismes, il y a énormément de création, de créativité. C'est-à-dire que la personne va utiliser des symbolismes et puis va essayer de reformuler un petit peu les problèmes que rencontre la personne qui vient de voir un peu quelles solutions on peut envisager à partir de l'astrologie, en tout cas des symbolismes, puis rebondir sur des questions réelles. Et moi, depuis 2 ans, je compare la pratique de l'astrologie à une forme de brainstorming. Le brainstorming, c'est une technique qu'on utilise pour justement trouver de nouvelles idées, en dépassant les contraintes habituelles. Donc pour ça, on crée en entreprise, en fait, on crée des réunions de brainstorming, on invite certaines personnes qui ont en général des compétences différentes, c'est le principe, pour éviter que 2 personnes aient les mêmes compétences et puis un petit peu se contredisent. Et là, on profite vraiment que du positif. Pour que ça marche bien, il faut un cadre bienveillant, c'est-à-dire qu'on essaye de suspendre la critique, l'esprit critique. Dans le cadre de la consultation astrologique, c'est ça. Comme je vous le disais, les fondements, les probabilités, ce genre de choses, ça, on n'en parle pas. En fait, on est là pour régler les problèmes de la personne. Dans une entreprise, c'est ça. On y a un problème qu'on veut dépasser, on n'arrive pas à le dépasser, mais on va essayer de faire, de créer des idées, de générer des idées pour essayer de dépasser les problèmes. De la même façon, les symbolismes de l'astrologie sont vraiment, vraiment inspirants. Quand on parle de Vénus, quand on parle de Mars, l'astrologue peut partir sur des dizaines d'interprétations différentes qu'il va adapter à la situation réelle. Et ces symbolismes sont très anthropomorphiques. C'est-à-dire que ça renvoie vraiment à la mythologie grecque. Donc Vénus, c'était une déesse, Mars, c'était un dieu, et il y a toute une mythologie sur ces personnages, on va dire. Et donc ce sont vraiment des êtres humains qui sont en fait des dieux, mais qui vivent un petit peu les mêmes choses que les êtres humains. Et donc, mettons que la personne ait un problème affectif, que va faire l'astrologue? Il va regarder par exemple la position de Vénus. Et donc, comment est Vénus dans le thème? C'est presque s'il demandait à Vénus qu'elle lui donne son avis, un petit peu comme dans une réunion de brainstorming. Et donc, moi, j'aime bien faire ces comparaisons-là. Et là, la créativité ressort de la pratique. Il y a peut-être un autre avantage, je dis peut-être, mais bon, maintenant moi j'en suis convaincu, c'est qu'en fait, si vraiment l'astrologie est déconnectée de la réalité, qu'elle n'a rien à voir avec la réalité, dans ces cas-là, quand l'astrologue part sur ces configurations, il a un vrai avantage. C'est que lui est convaincu que la configuration peut apporter quelque chose, alors qu'en fait elle est déconnectée de la réalité. Et quel est l'intérêt?
l'intérêt, c'est que ça peut lui permettre d'envisager des pistes de réflexion qu'autrement, on n'aurait jamais empruntées. Et en fait, si je suis venu à me poser ces questions-là il y a quelques années, quand j'y croyais encore, c'était à cause des hommes politiques. La question que je me posais, comme tout le monde, c'est comment des hommes politiques comme François Mitterrand, par exemple, peuvent aller consulter des astrologues, des voyants, ce genre de choses. Donc je ne dis pas qu'ils le font tous, ou qu'il y en a beaucoup qui le font, je n'ai pas les chiffres, mais en tout cas, ça existe. Ce sont des personnes qui sont entourées de conseillers déjà. Qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher du côté d'un astrologue ? Et bien justement, je me disais, mais et si c'était justement des idées inattendues ? Et l'histoire des connexions, des configurations déconnectées qui peuvent permettre de partir sur des pistes qu'on n'aurait pas osé explorer. Moi, je l'ai vu et puis je l'ai fait quand j'étais astrologue, c'est-à-dire on évoque une problématique, la personne nous dit non, mais ça c'est pas possible. Et puis nous on se dit quand même, cette configuration, elle est parlante, elle est importante. Et puis on demande à la personne, mais vous êtes sûr ? Et vous êtes sûr que ? Et puis on insiste. Et puis non, c'est pas possible. Et puis on insiste. Et puis des fois, il y a quelque chose qui ressort. Ah, mais finalement, il y a peut-être le petit machin. Et hop, on part sur quelque chose vraiment d'inattendu. Et donc, quand on aborde la chose de cette façon-là, on désenchante évidemment la pratique, c'est ce que je fais. Quand on est dedans, on n'a pas du tout ce recul en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça marche. Donc c'est une autre approche. Par exemple, j'aime bien donner cet exemple qui est caricatural, mais qui correspond beaucoup à ce que je veux dire ici. C'est une astrologie qui s'appelle l'astrologie horaire, qui a comme particularité de ne pas s'embêter avec tout un tas de fondements et de questions. C'est vraiment comme du tirage de cartes, c'est-à-dire que vous avez une question à poser, et le moment où vous la posez à l'astrologue, on note l'heure, paf, on monte la carte du moment, de l'instant, et la carte est censée permettre de répondre à la question. Donc c'est bien, c'est les astres au service des questions. Ce qu'il y a d'extraordinaire, moi j'en revenais pas quand je voyais ça, c'est qu'il y a des gens qui par exemple utilisent l'astrologie horaire quand ils perdent un objet, quand ils perdent leurs clés, et qui n'arrivent pas à les retrouver. Alors ils montent un thème, un moment où sont mes clés, et puis ils arrivent à se poser des questions avec les planètes. Pourquoi je fais cette comparaison ? Parce qu'en fait, pour moi, la question qui n'est posée, ce n'est pas où sont mes clés. La question qui est posée, c'est où est-ce que je n'ai pas regardé ? Et en fait, avec les symbolismes, ça va partir d'un côté ou de l'autre, et finalement la question est posée différemment, et puis la personne va juste peut-être aller regarder à l'endroit où elle n'était pas allée voir, tout simplement. Et en fait, vous voyez, le fait de pouvoir contourner un petit peu des problèmes, renouveler des questionnements, c'est quelque chose qui vraiment joue beaucoup, évidemment, dans la consultation. De la même façon, parler autrement de la consultation, en tant que sceptique, toujours, mais il y a quelque chose qu'on reproche beaucoup aux astrologues, c'est ce qu'on appelle, aux astrologues, aux voyants, et toutes les personnes qui prétendent prédire l'avenir, ce sont les prophéties autoréalisatrices. Les prophéties autoréalisatrices, c'est de dire à quelqu'un, par exemple, dans quelque temps, il va peut-être vous arriver telle chose, vous allez peut-être faire telle rencontre. Et puis, la personne repart, et de temps en temps, elle peut se laisser influencer, en fait. La personne, à un certain moment, la date approchant, peut-être qu'elle va sortir, qu'elle va aller boire un verre avec quelqu'un, qu'elle va participer à une soirée alors qu'elle ne le fait pas d'habitude. Et donc finalement, est-ce que si elle rencontre quelqu'un, c'était prévu vraiment, comme annoncé par l'astrologue, ou est-ce que finalement c'est le fait que l'astrologue lui en ait parlé qui l'ait finalement poussé plus ou moins consciemment à faire en sorte que ça puisse se réaliser ? Et donc les prophéties autoréalisatrices, c'est beaucoup notamment utilisé en économie. Les gens qui vraiment dirigent de grands groupes font très très attention à ce qu'ils disent parce qu'ils savent que le moindre mot peut être interprété et risque de provoquer justement une réaction sur les marchés. Et donc ce genre de choses est connu. Quand on, et ça existe au niveau des astrologues, des voyants, c'est quelque chose qui existe. L'intérêt d'une comparaison avec le brainstorming, c'est que la consultation peut être aussi conçue comme une façon de composer une stratégie à deux. C'est-à-dire que la personne vient pour résoudre ses problèmes, on va en parler ensemble, on va conseiller, comme vous le faites avec votre famille, vos proches, vos amis finalement. Sauf que là, l'astrologue utilise le support astrologique. Et puis, la personne va repartir en essayant de trouver des solutions à ses problèmes, développer des stratégies pour les contourner. Donc je le répète, pour l'astrologue, c'est la pratique qui compte. La théorie, c'est mieux quand ça marche, mais quand ça ne marche pas, quand c'est contradictoire, au quotidien,
eux sont satisfaits de leur relation avec leurs clients. Les clients qui reviennent sont satisfaits. Ceux qui ne reviennent pas, on n'en tient pas compte. Et donc, la pratique, c'est vraiment ce qui prime. Il y a un vrai savoir-faire. La question, c'est finalement, avec ce que je vous ai raconté avant, quelle est la portée des critiques ? Parce que finalement, est-ce qu'on n'est pas complètement à côté, finalement ? Est-ce que les critiques que j'ai données sont vraiment pertinentes ? En résumé, par rapport à ce que je viens de dire, donc on arrive à peu près à la moitié, donc on a vu qu'il n'y a pas d'influence physique qu'on puisse invoquer, c'est contradictoire quand on essaie de le faire. Les astres de l'astrologie sont plutôt des points, les symbolismes ne sont pas du tout évidents, les origines sont discutées, les signes astrologiques ne sont pas vraiment une tradition, ils sont très récemment utilisés pour interpréter par l'astrologie. La communauté est désorganisée, anarchique. Quand on voit dans les médias ceux qui rédigent des horoscopes de presse, que moi j'appelle les horoscopeurs, en fait ce sont des gens qui en général sont déconnectés du milieu. C'est-à-dire que quand les astrologues qui dirigent des associations soit se rencontrent, soit communiquent entre eux, ces gens-là, on ne les voit jamais. Ils ont leur business de leur côté, mais en fait ils ne sont même pas impliqués. Donc quand ils en plus s'expriment dans les médias, c'est même pas au nom de la communauté, puisqu'on ne les connaît pas. Donc tout est désorganisé. On a vu que les expérimentations ne marchent pas. Même si, après, je vous ai dit, mais la pratique, c'est un peu différent, mine de rien, ça ne marche pas. L'astrologie n'est donc pas une science assez claire au sens contemporain du terme. Elle n'est pas assez exigeante avec ses fondements. Mais on l'a dit, il y a un impact réel sur l'humain, entre la personne et son client, la personne qui y croit, même l'astrologue qui pratique pour lui-même. Est-ce que l'essentiel n'est pas finalement dans la pratique, comme le disent les astrologues ? L'astrologie, est-ce que ça marche ? Ça marche, c'est l'argument des astrologues en général. Donc à partir de maintenant, je vais changer la question de départ et je vais me demander s'il y a du faux. Parce qu'on se demandait s'il y avait du vrai. Et en fait, c'est vraiment une approche complémentaire, c'est-à-dire complémentaire à l'approche des astrologues. Quand vous discutez avec un astrologue, il va essayer de vous montrer tout ce qui marche, et puis il va se mettre dans des conditions qui permettent d'utiliser l'astrologie. Et moi, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais l'originalité que j'avais par rapport aux autres astrologues, c'était que j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'erreur. Quand est-ce qu'on se trompe en astrologie ? Est-ce qu'on se trompe ? Est-ce qu'on peut savoir qu'on est en train de se tromper ? Et ça, ce sont vraiment des questions qu'on ne pose pas en astrologie. On essaye et puis ça marche ou ça marche. Enfin, en sorte que ça marche en tout cas. Donc, cette approche-là est vraiment complémentaire à celle des astrologues. Et puis, par contre, c'est typiquement une approche sceptique. Donc, allons-y, rentrons là-dedans du point de vue théorique. Donc, comme on l'a dit, l'astrologie, c'est un savoir-faire, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de pratique. Et donc, pour l'astrologie n'est pas une science, on peut comparer ça à un savoir-faire, c'est-à-dire qu'on peut apprendre à utiliser les signes du zodiaque, les planètes de l'astrologie, ce genre de choses. Et donc, il faut une initiation, ça prend des mois, ça prend des années, c'est un peu comme un art. Et en fait, il y a de la technique, il y a de la symbolique. Je suis vraiment resté en surface, là, ça peut être beaucoup plus complexe. Et donc, ce que fait l'astrologue, en fait, c'est que quand on débat avec lui, il est toujours dans une stratégie d'illustration. Il donne des exemples. Ça a marché dans tel moment, j'ai prédit telle chose, tout ça. Mais la question, c'est, est-ce que la pratique de l'astrologie peut aussi marcher par erreur ? Est-ce que ça peut marcher par hasard ? Est-ce que ça peut marcher pour d'autres raisons que l'astrologie, en fait ? Donc ça marche. Est-ce que, quelque part, c'est pas plus difficile de chercher à prouver quelque chose de vrai, la véracité de l'astrologie, plutôt que le faux ? Parce que quand on arrive à trouver des exemples où c'est faux, là, on peut être certain de soi. On peut être certain, c'est beaucoup plus facile. En tout cas, c'est ce qu'on va montrer. Donc, je dois être, je pense, le premier astrologue en France, français, à me consacrer à cette question. C'est-à-dire la question du faux, la question de l'erreur. Et donc, est-ce qu'on peut, déjà partir de ce côté-là, c'est comme ça que j'ai commencé mon travail il y a très longtemps, quand j'y croyais encore, en me disant, on va faire le ménage et puis on gardera ce qui marche. Donc, la fécondité du faux. Finalement, le faux, ça marche bien, en fait, on va voir. Donc, c'est le problème. Est-ce que l'astrologie peut trop bien marcher, en fait ? Au point que ça devienne louche finalement. Donc, un exemple que j'adore donner,
c'était un moment où j'étais avec des amis donc, qui étaient astrologues. Et puis, les astrologues aiment beaucoup, en fait, reprendre les biographies des personnes célèbres. Ils les reprennent en connaissant leur date de naissance, et puis ils regardent les grands événements de la vie de ces personnes, et ils regardent quelles sont les configurations astrologiques. Et puis, ils essayent, parce qu'il y a tellement de configurations qu'il y en a toujours pour interpréter, de voir comment interpréter les événements vécus. Donc là, de mémoire, c'était sur Galilée, l'astronome, et en fait, donc, elle interprétait les grands moments de sa vie avec les passages des planètes et tout ça. Et donc, ça marchait, quoi, c'était formidable, on pouvait tout retrouver, c'était très bien. Et puis, à un moment, parce qu'on faisait ça à l'échanger un petit peu par mail, à un moment, il y en a un d'entre nous qui lui dit « Mais t'es sûr que c'est la bonne date de naissance ?» Il n'est pas né l'année suivante ou 2 ans après. Et là, gros souci, quoi. Donc, elle va vérifier, parce que lui, il avait une autre date, et effectivement, elle s'était trompée de date de naissance. Et ça arrive à tous les astrologues, j'ai envie de dire. Mais ça marchait bien, alors que ça n'aurait pas dû. Donc, premier réflexe, elle a essayé de regarder s'il n'y avait pas un peu les mêmes configurations quand même entre les 2 thèmes. Et donc, il y en avait 1 ou 2 peut-être, mais pour le reste, c'était pas les mêmes. Et puis dans les dates, en fait, ça décalait tout. Donc finalement, ça marchait plus. Enfin, si, ça marchait, mais ça n'aurait pas dû marcher, quoi. Donc le ça marche de l'astrologie, quand on va de l'autre côté, finalement, ça peut aussi marcher quand ça ne devrait pas. Et finalement, est-ce que c'est un bon argument ? C'est un peu bizarre. Autre chose que j'ai fait un temps, il y a quelques années, c'est quand j'allais sur les forums internet un petit peu affronter, entre guillemets, les astrologues, les autres astrologues, puisque j'en étais, et donc pour leur poser des questions, discuter avec eux, essayer de remettre des choses peut-être en question. Il y a toujours un moment où on me disait « Mais c'est bizarre quand même ton approche de l'astrologie, est-ce que tu veux pas nous donner ta date de naissance ? On va regarder ça, parce que tu dois avoir quelque chose dans ton thème qui peut expliquer, quoi. » Et donc ce que je m'amusais à faire, c'est qu'à chaque fois, je donnais une date différente. Je prenais une date au hasard. Mais donc, c'était à 100% des cas, ils retrouvaient ce qu'ils voulaient retrouver. Tout ce qu'ils avaient décelé en moi, il y avait une configuration qu'ils donnaient. Et donc, en fait, ça marchait. Ça marchait très bien. C'était juste pas ma date de naissance. Il y a un autre aussi, enfin, il y en a plein d'exemples comme ça. Dans les années 30, toujours, il y a des astrologues allemands qui ont imaginé, puisqu'on venait de découvrir Pluton, qu'il y avait d'autres planètes plus loin. Et donc, ils ont essayé de les chercher, entre guillemets, parce que les chercher, c'était pas à l'aide de lunettes ou de télescopes, ils n'en avaient pas. C'était en regardant un petit peu des événements qui arrivaient aux gens et pour lesquels on n'était pas satisfait des configurations dont on disposait. Et donc, ils ont imaginé plusieurs planètes, je ne sais plus combien, au-delà de Pluton, auxquelles ils ont attribué des cycles, donc des durées de rotation autour du Soleil, et puis des symbolismes, ils leur ont donné des noms, etc. Il se trouve que depuis une quinzaine d'années, on a fait de gros progrès technologiques qui nous ont permis de détecter effectivement des astres au-delà de Pluton. Et donc, les planètes de l'astrologie uranienne, ça marche pour les astrologues qui les utilisent. Et eux, ils ont toujours dit elles existent parce qu'on peut faire plein d'interprétations avec. Et c'est vraiment très très pratique, très très bien. Le problème, c'est que, j'ai envie de dire, le hasard faisant bien les choses, tous les gros astres qu'on a trouvés au-delà de Pluton, il n'y en a aucun qui est à la bonne distance. Il n'y en a aucun qui est aux distances envisagées, il n'y en a aucun qui tourne à la vitesse à laquelle on pensait ou on espérait qu'il tournerait. Donc en fait, ces astres, vraiment, on sait qu'ils n'existent pas. Mais les astrologues de l'astrologie uranienne continuent à pratiquer avec ces planètes-là qui n'existent pas. Et pour eux, ça marche. Ça marche encore. Pareil, je vais aller très vite, il y a 2 astres qu'on a appelés Vulcain et la planète X, qui ont été imaginés par des astronomes pour rendre compte de problèmes dans les orbites soit de Neptune, soit de Mercure. Et donc, en allant très très vite, en fait, on a expliqué des problèmes en question. C'est Einstein qui a expliqué pourquoi Mercure avait un problème dans son orbite. Et en fait, une fois qu'on a eu la théorie d'Einstein, c'est bon, on avait rendu compte du problème, donc il n'y avait pas de problème en fait, ce qui fait que Vulcain n'existe pas. Et la planète X, idem, en fait, c'est quand la sonde Voyager s'est rapprochée de Neptune, donc dans les années 80, qu'on s'est rendu compte qu'on avait mal estimé la masse de Neptune, donc on l'a réestimée grâce à l'interaction avec la sonde, et à partir de là, il n'y avait plus d'anomalie en fait dans la trajectoire de Neptune, donc il n'y avait plus besoin d'un nouvel astre qui pouvait l'influencer. Donc Pluton, qui est plus loin, on le savait, n'influence pas Neptune suffisamment. Il se trouve que pour certains astrologues, Vulcain et la planète X sont encore dans les logiciels d'astrologie, et donc il y a des astrologues qui s'amusent à utiliser Vulcain et la planète X. Et ça marche. Enfin, d'après eux, ça marche. Donc c'est quand même incroyable, hein, ça marche vraiment bien en fait. Ça marche tellement bien que
encore un des arguments des astrologues, c'est oui, mais pour connaître l'astrologie, il faut la pratiquer longtemps. Il faut la pratiquer des dizaines d'années. Plus vous rencontrez un astrologue âgé, et plus il a du poids en vous disant « mais moi, j'ai pratiqué beaucoup plus que toi ». Mais moi, dans la communauté des astrologues, j'ai vu des astrologues s'affronter, et donc des astrologues avec la même expérience, avec 40 ans d'expérience, 50 ans d'expérience, et qui n'étaient pas d'accord, et qui faisaient partie de courants concurrents. Et leurs arguments, c'était quoi ? C'était « mais mon astrologie, ça marche ». Et l'autre en face, il lui répondait « mais non, elle ne marche pas, c'est la mienne qui marche ». Et finalement, ça marche pour les uns, pour les autres, mais pas ensemble. Et l'argument du « ça marche », on se rend compte qu'il commence à poser problème, en fait. À tel point que je connaissais quelqu'un qui, par exemple, était traditionnaliste, elle utilisait l'astrologie traditionnelle, et face à l'astrologie traditionnelle, une autre astrologie s'est montée dans les années 70 qui conteste certains fondements techniques, qui part sur d'autres hypothèses, d'autres interprétations, etc. Et en fait, qu'on appelle l'astrologie conditionnaliste. Et cette personne utilisait l'astrologie traditionnelle, et puis quand elle avait du mal à interpréter une situation complexe, elle faisait quoi ? Elle montait le thème en astrologie conditionnaliste, et là, à chaque fois, ça marchait. Elle arrivait à trouver quelque chose qu'elle n'avait pas dans l'astrologie traditionnelle. Donc finalement, elle jonglait avec l'une et avec l'autre, alors que la seconde a été fondée pour contester la première. Donc le but, c'est que les deux ne peuvent pas coexister, en fait. Mais en fait, on peut les utiliser. C'est pratique, ça marche. Donc, quelque chose qui marche toujours, sans méthodologie de l'erreur, il y a un moment, ça doit poser problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, ça devient même un argument suspect. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est pour moi le pire argument pour défendre l'astrologie. Ça marche trop. En fait, ça ne devrait pas marcher aussi bien. Ça marche tellement bien que ça marche quand ça ne devrait pas marcher, que ça permet de justifier des choses injustifiables, ça ne permet pas de dépasser les désaccords. Finalement, on peut se poser la question de la satisfaction et de l'efficacité. Est-ce qu'il suffit d'être satisfait pour que ça marche ? Donc ça, c'est un des grands arguments sceptiques. Satisfaction n'est pas efficacité. L'un des nombreux arguments, ce sont les horoscopes de presse d'Alexandra Marti. Alexandra Marti, c'est une personne qui signe des horoscopes dans plusieurs revues. Et en fait, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, il y a une journaliste qui m'avait interviewé et puis elle me demandait si je la connaissais. Je lui disais non, je ne la connais pas. Puis elle me disait mais c'est terrible, on n'arrive pas à la contacter. Quand on contacte l'entreprise qui produit des horoscopes, ils ne veulent pas nous la passer, ils ne veulent pas qu'on rentre en contact avec elle. Et en fait, elle avait réussi à montrer que Alexandra Marti n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des horoscopes de presse, mais ça on le savait déjà, qui sont produits par des logiciels en fait, et en fait qui ne sont même pas produits avec de l'astrologie. On n'a jamais vu des gens se plaindre de ces horoscopes en disant mais vos horoscopes ils ne marchent pas, il y en a d'autres qui sont mieux. Ces horoscopes-là marchent aussi. Et donc ça aussi c'est connu depuis très longtemps chez les sceptiques, c'est qu'il suffit de prendre des milliers d'horoscopes, d'énoncés d'horoscopes, on mélange, on fait des tirages au sort, on en produit de nouveaux, et puis ils marchent toujours aussi bien en fait. Donc ça c'est un vrai problème encore. En fait, pour les horoscopes, on peut faire une comparaison avec un peu l'effet placebo. Pour ceux qui y croient, c'est-à-dire que l'astrologue, quand c'en est un qui donne son horoscope, c'est quelqu'un à qui, en général, on accorde une certaine autorité. Le simple fait d'accorder une autorité à quelqu'un, ça permet déjà de se mettre dans un certain état. En plus, toujours dans les horoscopes, c'est quand même essentiellement positif, la personne est bienveillante, souriante. C'est encore un contexte qui fait que on va se laisser toucher, on a tendance à se laisser toucher. Et puis, les horoscopes, moi je sais que j'aimais bien les écouter avant, parce que pour moi c'était un moment pendant lequel je rentrais dans ma bulle. Pendant 1 ou 2 minutes, j'écoutais l'horoscope, les autres signes, et puis je sortais en fait des problèmes de ma vie, donc c'était un moment qui était agréable, un petit peu quand on va fumer sa clope ou quand on boit son café, quoi. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être satisfait de l'horoscope, qui ne sont pas forcément des bonnes raisons. Notamment, l'horoscope, on peut garder un bon souvenir de lui, non pas quand il nous parle de faits qui se produisent, mais quand il nous annonce des choses qu'on attend. Quand vraiment, je me rappelle quand j'étais étudiant, sur le plan affectif, quand on est amoureux de quelqu'un, que ça n'arrive pas à se faire, qu'on attend, et puis que l'horoscope nous annonce quelque chose de positif dans les amours, pour la journée ou pour les jours qui viennent, mais rien que ça, c'est extraordinaire, et puis ça marche. Mais oui, c'est exactement en ce moment, je suis dans cette attente, et en fait, non, c'est juste un désir. Et quand l'astrologue nous parle de nos désirs, ou les horoscopes de nos désirs, ça peut être une façon de valider la chose, disant « Ah oui, c'est pas faux, c'est vrai que en ce moment je suis là-dedans ». Mais en fait, c'est pas pour ça qu'on est dans les faits.
Autre chose qui revient souvent par rapport à la satisfaction qu'on a quand on lit notamment nos descriptions psychologiques, c'est l'effet Barnum ou Forer. L'effet Barnum, c'est quelque chose qui a été mesuré en psychologie, qui permet d'expliquer que des gens lisent des descriptions finalement assez banales, assez ordinaires, et se reconnaissent. Alors, se reconnaître dans des descriptions ordinaires, c'est juste normal, puisqu'elles sont ordinaires, elles correspondent à tout le monde. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'en étonne. Ah ouais, mais ça c'est tout à fait moi, ça me parle. Et ça, c'est quelque chose donc, qui est mesuré. Donc un énoncé parmi tant d'autres, c'est vous avez traversé des périodes difficiles, mais vous avez trouvé la force de les surmonter. En fait, quand on est dans ce genre de situation, mais c'est un énoncé qui nous parle, quoi. C'est dans notre trip, parce qu'on est en plein dedans, ou vient juste de dépasser une situation. Le problème, c'est que c'est tout le monde, ça correspond à tout le monde, en fait. On est tous passés par là. Donc c'est un énoncé en fait qui correspond un petit peu à tout le monde. Donc l'expérience de l'effet Barnum, c'est celle qui consiste à prendre un petit groupe de personnes et puis à leur distribuer un texte qui va décrire leur personnalité. En fait, pour ça, il y a quelqu'un qui se présente en disant moi j'ai une autorité, je suis astrologue, je suis psychologue, je suis plein de choses. Et puis on leur demande plein d'informations qu'on ne va pas utiliser. Et puis on revient un moment après, on leur donne la feuille en question. Et ils la lisent, et en général, ils sont super satisfaits. C'est une expérimentation qui marche à chaque fois. Les gens sont contents du portrait qu'on leur donne. En général, en moyenne, ils le notent 4 sur 5. Et puis, à ce moment-là, on leur dit est-ce que vous pouvez échanger vos feuilles pour comparer ? Et là, ils se rendent compte qu'ils ont tous la même feuille, en fait. Et donc, c'est à chaque fois très, très surprenant. Et les gens se disent mince, mais non, c'était moi, et oui, c'était elle, parce que c'était à peu près tout le monde, en fait. Et donc voilà, il faut faire très attention à ça, et ça joue beaucoup, je pense, dans l'astrologie. La question, c'est est-ce que l'astrologie parle de vous ? Parce que se reconnaître dans une description, c'est une chose, mais la question, c'est pas ça en fait. C'est pas est-ce que je me reconnais dans une description, c'est est-ce que cette description me distingue des autres ? Si c'est moi, ce n'est pas les autres. Et en général, on s'arrête au premier degré. On dit oui, ça je m'y reconnais, et puis on commence à réfléchir là-dessus. Autre façon de créer de la satisfaction, on va dire, dans une consultation. Alors, il y a plein de possibilités, mais je sais qu'une qui est très simple et qui marche tout le temps, c'est quand vous recevez quelqu'un, c'est normalement qu'il a un problème, qu'il est un petit peu en détresse. Et donc, vous regardez vos planètes, et puis il y a toujours une configuration qui est en cours, en général une mauvaise. Et puis, il suffit de regarder quand est-ce qu'elle se termine. Et puis, si vous lui dites « Ah, mais cette configuration-là va se terminer peut-être dans 3 semaines, peut-être 2 semaines, peut-être 1 mois, etc. » Quand vous dites ça à la personne, c'est génial parce que ça lui donne le bout du tunnel. Ah, ça y est, ça va peut-être se terminer dans quelques semaines, et c'est déjà différent. Alors que quand elle vient, c'est que vraiment, elle n'arrive pas à s'en sortir et qu'elle ne voit pas de solution. Une autre chose, c'est que vous pouvez lui dire, parce qu'il y a toujours des bonnes configurations à venir, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, ah, mais vous allez avoir une superbe configuration de Jupiter, et là, vous allez voir, tout va rouler, ça va être et la fin de vos problèmes, et le début d'autre chose, etc. Mais ça aussi, psychologiquement, c'est extraordinaire, quand on est dans une phase de problème, de se dire, mais c'est bon, alors quoi qu'il m'arrive aujourd'hui, dans quelques mois, de toute façon, ça y est, les problèmes seront terminés. Et psychologiquement, ça peut permettre de différer un petit peu, de repousser, de résister, alors qu'en fait, on n'a juste rien changé sur la situation elle-même. Et là, ce sont des raisons, ce sont des procédures qui peuvent produire du soulagement, ça marche, il y a des effets, c'est concret, mais ça n'a rien à voir avec l'astrologie. Donc l'astrologie, ça peut marcher aussi pour de mauvaises raisons. Et satisfaction, donc, n'est pas efficacité. C'est pas parce qu'on est satisfait, qu'on est soulagé, qu'on a pu se poser certaines questions, même par rapport à l'astrologie, que ça doit prouver l'astrologie, en tout cas, ça ne valide pas. C'est la différence entre l'astrologie de la preuve et celle de la consultation. En termes de prédiction, pour en parler rapidement, en fait, en 2008, il y a eu un krach boursier, et je me rappelle qu'à l'époque, le krach était tellement énorme, je me suis dit, mais puisque j'étais dans la communauté, qu'en disent les astrologues. Et donc je suis allé voir sur les sites boursiers, et en fait, il y avait beaucoup de forums qui étaient accessibles, qui étaient publics en fait, on ne pouvait pas participer sans être inscrit, mais on pouvait lire. Et en fait, j'étais allé voir le jour même, et donc le krach avait commencé dès le matin, je crois, et donc j'étais allé voir la veille
la veille au soir pour voir quelles étaient les discussions. Et je m'attendais à trouver des textes en disant « Oh là là, attention, il y a quelque chose en ce moment, qu'est-ce qui va se passer ?» ou quelque chose comme ça. Mais alors pas du tout, pas du tout. La veille au soir, les astrologues étaient en train de parler d'autre chose. Ils géraient un petit peu les affaires courantes et puis ils envisageaient un petit truc positif dans la semaine, un petit truc négatif. Enfin, ils voyaient vraiment pas arriver le truc. Alors, et donc, quand c'est arrivé, en fait, ils sont retournés chercher dans leurs prédictions antérieures, et puis tous en ont retrouvé, en disant « Ah mais oui, mais je l'avais prévu, là, j'avais écrit qu'à tel moment, il y aurait une période difficile, peut-être pas un crack, mais une baisse boursière, etc. » Et ça, c'est classique chez les astrologues, c'est-à-dire qu'ils arrivent à ressortir des prédictions réussies, mais en fait, ils sont surpris eux-mêmes. Parce que quand ça se produit, ils ne se rappellent pas forcément ce qu'ils avaient prédit, il faut qu'ils retournent chercher ce qu'ils avaient prédit. Alors qu'en fait, on s'attendrait à ce qui tire la sonnette d'alarme, en disant « Mais attention, en ce moment, il y a quelque chose de dramatique qui arrive. » Et en fait, non. Donc, la crise économique qu'on est en train de vivre, il y a pas mal d'astrologues qui l'ont prédite, mais quand on regarde bien quand est-ce qu'ils l'ont prédite, en fait, ils l'ont toujours prédite après qu'elle ait commencé. Et en fait, quand on regarde bien le contenu, c'est moins il va y avoir une crise que la crise va être longue et difficile. Et c'est pas du tout pareil, en fait. Et c'est vrai qu'en astrologie, la question du flair, c'est quelque chose qui est important. En fait, je dirais presque, pour moi, c'est moins une discipline de prédiction qu'une discipline de changement, c'est-à-dire comment les choses vont évoluer. Mais sachant les informations qu'on a aujourd'hui, en fait. Alors on peut faire ça, on peut traduire ça en langage astrologique, mais ça revient de toute façon à utiliser des informations qu'on a déjà. Donc la question du contexte, quand on fait une prédiction, est très importante. Un exemple, par exemple, en 1930, donc l'astrologue qui allait devenir plus tard célèbre, et notamment, on va dire, publier le premier horoscope de presse en Angleterre, s'appelait Naylor, et en août 1930, il écrit « À tout moment, un déclenchement soudain d'activité révolutionnaire peut être attendu en Allemagne. Il est plus que probable que la dernière semaine de septembre voit des développements notables dans cette direction. » Donc on est en 1930, bien avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Est-ce que la montée de la haine était écrite dans le ciel, dans les étoiles, dans l'astrologie? En fait, non. Parce que quand il écrit ça, donc on est le 24 août, c'est publié le 24 août, il sait très bien que des élections sont à venir 3 semaines après, à la mi-septembre, en Allemagne. Donc il n'écrit pas ça comme ça. Il sait aussi que la campagne électorale a été marquée par la violente propagande nazie. Et effectivement, c'est là que les nazis vont commencer à réaliser de gros scores électoraux. Donc en fait, il faut toujours se ramener au contexte quand on veut juger de la validité d'une prédiction astrologique. Et donc des prédictions astrologiques réussies, il y en a plein, qui sont revendiquées par des astrologues, mais qu'à chaque fois qu'on rentre dans le détail, on se rend compte que c'est beaucoup moins simple. Donc juste un exemple, je crois. Une des nombreuses prédictions qu'Elisabeth Tessier s'attribue, qui date de décembre 2009. Et en fait, dans son horoscope de cette semaine-là, donc l'horoscope hebdomadaire, elle en produit 52 par an, elle annonce une découverte scientifique vers le 12 décembre. Il se trouve qu'une publication a lieu le 15, et donc elle marque elle annonce les cartes génétiques qui ont été produites pour 2 cancers courants. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est pas révolutionnaire, mais c'est déjà bien. La question c'est, est-ce qu'elle l'a vraiment prédit? Alors, ça c'est autre chose. En fait, il y a juste un petit problème, c'est que le 15, c'est la publication des découvertes. Mais une publication, c'est pas le lendemain d'une découverte ou le jour d'une découverte. En science, quand on fait une découverte, il faut déjà qu'on prépare un article, et avant de le publier, qu'on le propose à ce qu'on appelle des référés, qui sont des spécialistes dans leur domaine, qui vont juger de la valeur de l'article. Et ça prend en général des semaines, ça peut prendre des mois, on peut vous demander de corriger, et puis avant de publier. Donc finalement, le 15, c'est pas du tout une découverte, c'est juste la publication. Donc la question, c'est est-ce que les astres sont branchés sur les événements ou sur les médias, en fait? Donc finalement, c'est pas une prédiction réussie. Et en fait, il y a des tonnes de biais comme ça dans les prédictions réussies de l'astrologie. J'espère un jour que je pourrai travailler dessus, mais bon, ça ne sera pas avant un petit moment. À l'inverse, donc pareil, j'étais dans l'astrologie, en gros, il n'y a pas d'astrologue qui a vraiment prévu le 11 septembre 2001. C'est un événement qui a juste changé l'image du monde.
Le tsunami fin 2004, je m'en rappelle particulièrement bien parce que quand j'étais à la FDAF, le jour du tsunami, il y avait un de nos astrologues qui devait passer à France 2, le journal de France 2 de 13h, parce qu'il y avait un débat, il allait y avoir un débat avec un sceptique. Et le débat a été annulé parce qu'il y a eu le terrible tsunami qui a eu lieu donc en Indonésie. Et pareil, il n'y a aucun astrologue qui a annoncé le tsunami, il y a eu quand même 300 000 morts. Et même entre nous, il n'y a aucun astrologue qui nous a appelé en nous disant « mais en ce moment, ça va être terrible, il va y avoir une catastrophe, quelque chose ». Le krach de 2008, j'en ai parlé, personne l'a vu venir. Et les attentats de ces dernières années, c'est pareil. Alors depuis qu'il y a des attentats, les astrologues prédisent des attentats. Mais c'est le contexte, quoi. Donc qu'est-ce qu'une prévision astrologique réussie ? C'est une question que les astrologues ne se posent pas. Comment on peut valider une prédiction ? C'est juste, ça correspond ou ça ne correspond pas, mais il n'y a pas vraiment de critères. Donc c'est vraiment terrible sur le plan pratique. Un des derniers points que je vais développer, c'est lié donc au piège de la complexité. Comme je vous l'ai dit, l'astrologie, c'est quelque chose de très complexe. On peut l'aborder, comme vous le voyez, de plein de façons différentes, et notamment l'efficacité a posteriori. Au niveau du symbolisme, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, il y a quelque chose qui me gênait beaucoup quand je pratiquais, c'est ce que j'appelle l'intersection des symboles, les redondances symboliques, à savoir que des symboles peuvent être interprétés de la même façon alors qu'ils sont différents, ou alors qu'ils peuvent permettre d'interpréter une même situation de la même façon. Et donc, l'exemple que je vais prendre, c'est celui actuel des attentats, puisqu'il y en a plein malheureusement. Et donc, la question, c'est quand il y a des attentats, que font les astrologues ? Forcément, ils vont vite regarder où étaient les planètes à ce moment-là. La question étant, est-ce que les astres annonçaient l'attentat ? Est-ce qu'ils peuvent permettre de dire quelque chose sur l'attentat ? Et donc, le problème que se pose un sceptique, c'est de se dire, bon, il y a Mars, la planète Mars, son symbolisme mêle à la fois la guerre, l'agressivité et la lutte. Donc, s'il y a des configurations de Mars, on peut se poser des questions, il y a peut-être bien quelque chose en rapport avec les attentats. Le problème, c'est qu'Uranus renvoie aux explosions, à la rébellion et au fanatisme. Donc les configurations d'Uranus peuvent aussi permettre de rendre compte de pas mal de choses. Mais Pluton renvoie à la mort, la révolte et la destruction. Donc finalement, Pluton aussi peut permettre de trouver des liens, en tout cas de sens. Et puis Neptune, c'est tout ce qui concerne le religieux. Donc si Neptune est dans une mauvaise configuration, ça peut aussi rendre compte des attentats. Mais alors finalement, il y a plein de planètes différentes qui peuvent en rendre compte. Et finalement, il y en a combien ? Il y a combien de configurations différentes ? En fait, l'astrologue ne le sait pas, ne se pose pas la question. Lui, il regarde sur le coup, qu'est-ce qu'il y a et est-ce qu'on peut interpréter avec ? Mais quand il y a des configurations, comme je vous l'ai dit, en termes de physique, il n'y a aucun mécanisme en astrologie. Donc l'astrologue ne peut même pas se poser la question, s'il y a Mars, Uranus et Pluton qui sont en configuration, laquelle est en train d'impacter l'événement, parce qu'il n'y a pas de mécanisme. Donc il n'y a pas de mécanisme ni pour être sûr qu'une planète influence, ni même pour être sûr qu'il y en a une qui influence. Parce qu'elles peuvent être là et puis qu'en fait il ne se passe rien. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle les signes d'eau, les signes de feu par exemple. Les signes d'eau, on va dire poisson, cancer et scorpion, les signes d'eau ont des points communs. Comme je vous disais, les symbolismes s'interpénètrent. Les signes de feu ont d'autres points communs. Ce qui fait que, comme je le disais, on a des interprétations qui sont facilitées en fait, puisque plusieurs symbolismes pourraient permettre de faire les mêmes interprétations, alors qu'ils sont bien définis distinctement. Dans les définitions, on les distingue, mais dans la pratique, on a plus de largesse. Et donc ça pose un problème, parce que quand il y a une configuration qui permet d'interpréter un événement, on se dit « waouh, c'est intéressant », et puis on peut calculer sa probabilité d'être là à tel moment, qui en général n'est pas très haute. Mais on ne se pose jamais la question de quelle est la probabilité que l'ensemble des configurations qui pourraient permettre de faire la même interprétation, quelle est cette probabilité en fait ? La probabilité d'une famille de configurations. Et là, ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça, les astrologues ne se posent pas cette question. Et en fait, pour les attentats, il y a énormément de configurations différentes qui pourraient permettre d'interpréter les événements. Donc en termes de probabilité, c'est juste normal en fait qu'il y en ait. En termes de complexité toujours, et ce qu'on appelle la lecture froide, c'est le fait de rendre compte simplement, j'ai envie de dire de façon pragmatique, du succès d'une consultation, simplement par l'écoute de l'autre.
il y a des techniques comme ça qui permettent de un petit peu sentir un petit peu ce qui se passe chez la personne, de lire sur son visage un peu ses réactions aussi. C'est-à-dire quand vous dites quelque chose qui lui correspond, en général, il y a une réaction, on peut le voir. Quand ça ne correspond pas, la personne ne montre rien. Et puis, voire même, elle peut ne pas être d'accord. Et quand on écoute en fait les enregistrements de consultation, c'est souvent ce qui se passe, c'est que l'astrologue lance plusieurs interprétations. Et puis, quand il y en a une qui fait mouche, et ben en fait, il va s'arrêter sur celle-là. Et puis, on va oublier les autres. Et puis, ça va permettre de poser des questions. Et c'est ce dont on se souviendra à la fin. Ce que moi, j'appelais la technique de la bataille navale, c'était en fait le fait de produire des interprétations. Et puis, quand il y en a une qui touchait la personne, là, je m'arrêtais. Et donc, je compare ça à la bataille navale, parce que la bataille navale, c'est on ne sait pas où sont les bateaux, on lance des coups au hasard. Et puis, quand on touche, on se dit « Ah !» Et là, on va lancer les coups à côté. Et puis, ça va marcher, parce qu'on va très vite couler le bateau. Et en fait, on peut comparer ça, enfin, c'est l'un des moyens de rendre compte aussi du succès des interprétations, en disant du moment qu'on a touché quelque chose, restons là autour et approfondissons grâce au symbolisme astrologique qu'on a utilisé. Et ce genre de compte-rendu, en fait, ne fait pas appel forcément à la valeur de l'astrologie ou du symbolisme. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut être un charlatan pour fonctionner comme ça ? Est-ce qu'on peut le faire en étant sincère ? Moi, quand j'utilisais ça, j'étais tout à fait sincère, puis je voyais pas les choses de cette façon-là, en fait. J'avais pas l'impression de taper au hasard, et puis quand ça marchait, hop, me concentrer. Non, pas du tout. On peut trouver plein d'excuses, en fait. Notamment, on lance une interprétation qui est donc valide selon l'astrologie, et puis si la personne ne se reconnaît pas, c'est peut-être juste que dans son cheminement, elle n'est pas encore suffisamment évoluée. Peut-être qu'elle ne s'est pas posé certaines questions, que la vie ne l'a pas confrontée à certains questionnements et que l'interprétation que là, elle ne reconnaît pas sera valable plus tard. Elle peut aussi, au contraire, s'être déjà interrogée sur la question et l'avoir dépassée. On peut trouver plein d'explications en fait, qui n'en sont pas, plein d'excuses pour qu'une interprétation ne marche pas. Donc en fait, celle qui marche, tac, on s'accroche. Et puis en plus, ça va vraiment, on a l'impression que ça va être vraiment utile pour la personne. Donc on peut très bien fonctionner comme ça en étant sincère et avoir vraiment le sentiment d'aider la personne. Autre piège de la complexité, cette fois-ci technique, ce que j'appelle la surrationalisation. C'est-à-dire que, on va le voir, il y a des fois, il y a tellement de choses à utiliser qu'en fait, on peut dire bien plus qu'il n'y a à dire. Par exemple, si on parle des configurations très rares, parce que l'un des critères pour utiliser une configuration astrologique, c'est de dire, mais si elle est très rare, elle est peut-être quand même très importante, on ne peut pas la rater. Et donc, par exemple, Uranus, tous les 80 ans, en fait, produit des angles, en fait, je vous ferai voir, produit des configurations, et donc une fois dans la vie, puisque 80 ans, ça ne pourra pas se produire deux fois. Mais le problème, c'est qu'elle produit plusieurs configurations. En fait, dans un cycle, quand elle fait le tour du zodiaque, elle en produit 8. Donc finalement, ce n'est pas tous les 80 ans qu'Uranus produit des configurations. C'est à peu près tous les 10 ans. Mais elle produit des configurations avec une dizaine de facteurs, puis même plus encore. Donc bien sûr qu'elle fait un tour en 80 ans, mais avec les 10 facteurs sur lesquels elle va faire 8 aspects, finalement, ça fait déjà plus de 80 aspects en 80 ans. Et puis, en termes de configuration rare, il y a les planètes Neptune et Pluton qui tournent autour du Soleil en plus de 100 ans ou plus de 200 ans, qui, elles, sont encore plus lentes et ont des configurations encore plus rares, mais il y en a toujours 80. Et donc, finalement, sur une année, il y a déjà beaucoup de configurations. En plus, il y a des techniques astrologiques qui font qu'on peut créer de nouvelles cartes. On ne peut pas se limiter aux cartes de naissance, ce qui fait que finalement, ça crée encore de nouvelles configurations. Et des configurations rares, en fait, il y en a plein. Il y en a plein chaque année. Donc les figures, si chacune est rare, en fait, l'ensemble des configurations elles-mêmes ne le sont pas. Donc ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est le fait de se remettre toujours dans les mêmes conditions pour pouvoir, faire en sorte que ça marche. Et je suis embêté parce que c'est pas la bonne image qui arrive. En fait, il y a un astrologue. Ouais, je l'ai pas. Mince. Un astrologue, Patrice Guinard, en fait, qui s'est amusé
a placé tous les paramètres imaginés par les astrologues depuis 2000 ans sur une seule et même carte du ciel. Et donc, je ne l'ai pas ici, je me suis trompé. En fait, il y en a vraiment de partout. C'est-à-dire qu'il y a des centaines et des centaines de paramètres de tous les côtés qui, en fait, font des angles de tous les côtés. Donc, finalement, il y a des milliers et des milliers de configurations. Et l'astrologue, lui, ne part jamais de tout ce dont il dispose. Il part de ses outils habituels et puis il en rajoute selon les besoins. Donc, il ne se rend pas compte qu'en fait, on peut retrouver un petit peu tout ce qu'on veut. Donc, un exemple du fait qu'on peut retrouver un peu ce qu'on veut, en fait, ce thème-là, c'est la carte du moment d'une élection présidentielle, celle entre Sarkozy et Ségolène Royal. Et en fait, donc, Sarkozy avait gagné. Et sur un forum, j'avais vu quelqu'un qui posait une question et un astrologue qui disait « Mais de toute façon, Ségolène Royal ne pouvait pas gagner. Elle ne pouvait pas gagner parce que la planète Vénus, qui renvoie à la femme, à la féminité, est pile en opposition avec Pluton. Et Pluton, c'est le collectif, c'est la révolution, c'est des choses qui sont en général assez négatives, et surtout en opposition à Vénus, c'est pas possible, quoi, une femme ne pouvait pas être élue. Le hasard faisant bien les choses, j'ai quand même regardé où était Mars, parce que Mars, c'est ce qui représente l'homme. Pas de chance, il se trouve que Mars est en carré à Pluton. Donc c'est aussi négatif, et Pluton devait empêcher aussi l'élection d'un homme. Donc finalement, ni une femme ni un homme ne pouvaient être élus. Mais bon, ce que cherchait l'astrologue, c'est des raisons pour lesquelles Ségolène Royal n'avait pas été élue. Une interprétation a posteriori. Dans ces cas-là, on trouve toujours ce qu'on veut. En résumé, la grande complexité en fait de l'astrologie amène à des problèmes parce qu'elle permet de dire plus que ce qu'on a à dire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la surrationalisation. C'est-à-dire confronter la personne à des questionnements qui peut-être ne se posent pas dans la réalité de sa vie. Et donc, paradoxalement, ça amène une forme d'aliénation, pas une forme de libération comme on pourrait le penser, parce que quand on commence à finalement s'enfermer dans de mauvais questionnements, on n'est plus vraiment libre. Donc les personnes qui deviennent dépendantes notamment de l'astrologie. La question quand commence un mauvais questionnement, qu'est-ce que l'astrologie ne peut pas interpréter? Ça c'est une question interdite. Moi j'ai essayé de la poser aux astrologues, mais on ne répond pas à ça. On cherche toujours ce que l'astrologie peut dire. Donc, je pense que les astrologues sous-estiment la complexité de leur système. Là, je vous ai donné seulement quelques exemples, j'en développe encore bien plus dans mon livre. Ils sous-estiment donc les pièges générés par leur outil de travail. Je vous en ai montré quelques-uns. L'astrologue peut donc être trompé par son propre système. C'est quelque chose qui est difficile à admettre pour un astrologue, parce qu'il est au-delà d'une approche critique et d'une approche scientifique, en fait. Lui, il y croit, c'est quelque chose qui le renvoie à une histoire, à une tradition. Enfin, c'est très difficile de remettre ce genre de choses en question. Et donc finalement, quel succès peut-on attribuer à l'astrologie? Tout est bancal, les fondements, les méthodes, le milieu. Il y a des erreurs de date, mais ça marche quand même. On utilise des as qui n'existent pas. Il y a des pratiques très biaisées, mais pas encadrées. Ils ne les enseignent pas dans les écoles d'astrologie, ils n'expliquent pas comment les éviter. Contre l'astrologie, il n'y a pas une seule contradiction, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 10, il y en a des centaines en fait. Quand on fait le tour, c'est juste incroyable. Et donc, moi, ce que je veux dire, sans vouloir être trop violent, c'est que qu'il y ait des biais, qu'il y ait des erreurs théoriques, qu'il y ait des contradictions pratiques ou pas, c'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est que les astrologues ne cherchent pas à distinguer entre les réussites dues à l'astrologie, celles dues à d'autres raisons, et en fait, qu'ils n'essayent pas de les enseigner, d'en établir la liste pour les éviter. Donc, est-ce qu'ils sont condamnés à rester dans l'utilisation de leur système ? Où se termine la croyance? Où commence la charlatanerie? Là, c'est pas moi qui vais répondre. Et donc, si je réponds maintenant à la question, y a-t-il du vrai dans l'astrologie? Franchement, il y a tellement de faux qu'en fait, on ne peut pas répondre affirmativement. Et je pense même quand on est astrologue. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Oui, vous avez associé des planètes avec des caractères. Mars, c'était la guerre, etc., etc. Donc ça, c'est très, très important dans le but des prédictions, ou des analyses, disons, que font les astrologues. On sait d'où ça sort, ça, une rationalité derrière ces caractères-là? On n'a aucun moyen de connaître comment les interprétations ont été sélectionnées. Ça, on n'a aucun moyen. Puis ça remonte tellement loin dans le temps, en fait, qu'on n'a pas l'origine des choses.
Sinon, quand on fait comme l'historien Boucher-Leclerc, qu'on prend tout ce qu'ont écrit les astrologues, ils en ont écrit tellement plus que ce qui reste, qu'en fait, il y a des choses qui ont pu survivre. Ou alors... Et c'est cohérent aussi bien en Europe qu'en Inde, en Chine et alors, ailleurs. absolument pas. Absolument pas. Mais je crois que chez les Mayas, Vénus, ça renvoyait pas à l'amour, ça renvoyait à la mort, par exemple. Donc non, les civilisations n'ont jamais eu des interprétations, enfin, n'ont jamais projeté ni sur les astres, ni sur le ciel les mêmes choses. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des traditions, par contre, qui se transmettent, qui traversent le monde. Par exemple, l'astrologie qui est née plutôt en Grèce, on va dire, telle qu'on la connaît. Après, elle s'est exportée, elle est allée du côté de l'Inde, elle est allée du côté de la Chine, ce qui fait que on peut retrouver le zodiaque un peu de partout, mais c'est juste une transmission historique. Par contre, comment c'est né, les astrologues ne l'expliquent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas du tout. Si je peux me permettre une autre question, donc vous venez de ce milieu-là, vous avez vécu pendant plusieurs années dans ce milieu, et en même temps, avec les arguments que vous présentez, vous pouvez vous demander pourquoi ces gens qui sont intelligents comme tout le monde ne se posent pas ces questions. Est-ce qu'ils sont vraiment sincères ou est-ce que c'est des charlatans? Comment dire Les questionnements que j'ai développés ce soir sont tout sauf évidents. Il y en a certains qui sont assez énormes, qui sont connus depuis longtemps, mais il y en a d'autres qui demandent vraiment à voir les choses à l'envers quand on y croit. Et c'est pas du tout évident de changer son point de vue sur quelque chose. Sans parler de ce qu'on appelle les biais cognitifs, ce sont des fonctionnements naturels, on va dire, qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours, mais qui nous amènent à commettre des erreurs. Et ces fonctionnements-là, pour en prendre conscience, prendre du recul, changer ses approches, c'est pas du tout naturel. Donc ces personnes, pour moi, enfin toutes les personnes que j'ai croisées étaient sincères. Elles faisaient vraiment ça pour aider les gens. Mais après, elles n'étaient pas dans une approche ni théorique ni expérimentale. Donc il y a un moment où, quand c'est plus la question du sens qui compte, quand c'est plus la question d'aider les autres, mais la question de se confronter à certaines contradictions, notamment, eh ben, c'est une démarche qui demande du temps, quoi. C'est très difficile. Donc on a tendance à continuer à faire les mêmes choses, à utiliser l'astrologie de la même façon. Et puis c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Donc pour moi, il n'y a pas besoin d'être charlatan. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de charlatan, parce que si j'en ai croisé, ils m'ont bien caché la chose. Je voulais savoir si vous aviez eu des retours d'astrologues sur votre livre et quels arguments ils peuvent vous opposer. Donc pour l'instant, j'en ai eu très peu. J'en ai eu très très peu. Il y a un astrologue à qui je l'ai envoyé qui s'appelle Jacques Albron, qui est très très actif sur Internet. Donc j'ai vu qu'il avait posté des vidéos, qu'il avait l'air déçu par mon travail, mais je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir le contenu. Donc là, je viens de donner 3 conférences, ça m'a pris beaucoup. Donc je vais essayer de m'y atteler la semaine prochaine pour voir quels sont ses arguments. Donc voilà, donc pour l'instant, non, j'ai pas vraiment de retour. Ma question était un peu liée à ça, en fait, c'était quelle avait été la réaction ou les retours de la communauté, si tant est qu'elle existe, des astrologues par rapport à votre sortie? En fait, c'est encore, comment dire, pour mon livre, c'est encore récent, il est sorti au mois de mars, donc le temps de communiquer dessus, etc. Puis ils sont pas bousculés pour l'acheter, pour aller voir ce qu'il y a dedans non plus. Donc c'est aussi pour ça que j'ai peu de retours. Et pour ce qui est de ma sortie du milieu en soi, personne, je dirais, ne s'en est plaint parce que je posais des questions gênantes depuis un petit moment quand même. Donc c'était pas, ça les a pas trop gênés à ce niveau-là. Et c'est vrai que j'en ai croisé un ou deux qui en gros me disent que si j'en suis sorti, c'est que j'étais pas un vrai astrologue en fait. Mais ça, c'est un sophisme qui est connu depuis très longtemps, qu'on appelle le sophisme du vrai écossais notamment. Et en fait, ça consiste à dire que si quelqu'un sort, que ce soit d'une secte ou d'un groupe ou quoi que ce soit, c'est qu'il n'avait pas compris. En fait, il n'avait pas compris comment ça marche. Mais à aucun moment on envisage que il a peut-être juste pris conscience de certaines choses qui finalement ne le satisfaisaient pas, et puis qu'il est parti de lui-même. Donc voilà, c'est les retours que j'ai. Après, moi je les amène sur le terrain théorique, et puis j'essaye de démonter les choses, donc en général ça clôt assez rapidement le débat, on va dire.
Oui, vous avez parlé de l'astrologie d'une façon très très large. Je pense que pour 95% des gens, voire plus, l'astrologie, c'est les 12 signes du zodiaque et ce qu'ils lisent dans leur journal hebdomadaire. Et je pense que là-dessus, vous n'avez pas assez développé. C'est-à-dire que les signes du zodiaque... C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Oui, mais peut-être que vous ne satisfaisez pas justement les 95% de gens dont je parle. Parce qu'il me semble qu'il y a des choses très simples. C'est-à-dire, vous dites, il y a 12 signes du zodiaque, ça veut dire que l'ensemble de ces constellations ont rigoureusement la même dimension. Elles représentent chacune un mois. Or, on voit sur votre bande de Gaza, là, que vous avez dessinée tout à l'heure, que certaines dureraient ne serait-ce que 15 jours, d'autres 1 mois et demi, voire plus. On voit également qu'il y a d'autres constellations, genre Ophiuchus, qui viennent se mêler aux autres constellations. Donc il me semble que de façon très simple, on pourrait montrer aux gens que là, dans tout ce qui est signe du zodiaque et astrologie hebdomadaire dans son journal, il y a des choses qui sont complètement fausses, quoi. Donc le problème, c'est que moi, si j'ai 3 heures, je peux vous parler de plein d'autres choses. Non, mais en 5 minutes, je crois qu'on peut le faire. Simplement remontrer votre dessin, ça me paraît suffisant. Mais je veux pas vous embêter. Et puis je veux dire que si moi, si j'avais 100 boules de neige dans les mains et que je les jette contre le mur, je vais faire 100 taches. Il y a des gens qui vont voir une balance, un scorpion, un sagittaire, etc. Mais il y en a d'autres qui vont voir une brouette, une bicyclette, un smartphone, etc. Donc je veux dire, ça aussi, c'est purement aléatoire aussi, quoi. Donc alors, il y a beaucoup de choses qui font dire que bon, c'est un peu bidon. Quand on commence à regarder les constellations et donc le nombre de constellations, en fait, il y a des choses qu'on ne dit pas ou qu'on ne voit pas. Par exemple, là, vous voyez, la Lune est en train de passer dans la constellation d'Orion. Elle y passe tous les mois. Et on reproche toujours à l'astrologie d'oublier une constellation, donc Ophiuchus, le Serpentaire. Mais est-ce que l'astrologie oublie Orion aussi? C'est-à-dire une 14e constellation? Ben, dans ces cas-là, on ne peut pas lui reprocher d'oublier une constellation. Et puis à côté, vous voyez, la Lune passe dans le sextant aussi. En fait, j'en ai une autre, par exemple celle-là. Hop, on voit que Jupiter est dans la Baleine. La Lune passe dans la Baleine aussi régulièrement. Donc finalement, si on compare, parce que le jeu, c'est en général d'opposer un zodiaque sceptique à un zodiaque astrologique. Le zodiaque astrologique, il y a 12 signes. Le zodiaque sceptique, il y a 13 constellations. Mais le problème, c'est qu'on voit bien qu'il en manque des constellations. Donc ça voudrait dire que la critique oublie elle-même des constellations. Vous voyez, c'est pas si simple en fait. Et l'autre problème qui est historique, c'est que, un astronome, donc qui s'appelait Ptolémée, qui était aussi astrologue, 150 après Jésus-Christ, qui a marqué l'histoire de l'astronomie d'ailleurs, a décidé à ce moment-là que, effectivement, entre les signes et les constellations, il fallait choisir. Et que c'était mieux de faire en signes. Donc les constellations, c'est très bien pour repérer les astres et prédire leur mouvement, mais que les interprétations astrologiques devaient avoir lieu en signes. Donc les astrologues ont fait un choix il y a presque 2000 ans. Et ils se sont dit, ok, on connaît la différence entre les deux, on va le faire dans les signes. Donc quand j'y croyais encore et que je voyais les astrologues ont oublié une constellation, j'étais fou, quoi. Non, c'est un choix qui a été fait il y a 2000 ans. Alors quand on voit les raisons du choix, ça renvoie notamment au symbolisme saisonnier que j'ai critiqué avant. Donc les raisons du choix sont très critiquables, mais je veux dire, c'est tout sauf un oubli. Et en fait, après, on rentre dans de l'astronomie, et la question, c'est est-ce qu'on va faire du repérage en constellation ou du repérage en signe? Et ça, c'est juste une question technique, en fait. Et donc, c'est un petit peu comme si vous mesuriez une distance en kilomètres ou alors en miles. Est-ce que les miles, c'est plus vrai que les kilomètres? C'est une question qui n'a pas de sens, en fait. Techniquement, c'est pareil pour les signes et pour les constellations. Là, vous avez le signe du Bélier, par exemple, qui est sur la constellation des Poissons. Parce qu'il y a un décalage qui s'opère, en fait. Mais les astrologues le savent, ils n'en tiennent pas compte. C'est un choix, en fait. Voilà. Donc c'est pour dire, voilà, on peut critiquer des choses, mais en fait, il y a des choses qui sont plus complexes. C'est pour ça aussi que j'en ai pas parlé. Après, sur les horoscopes, je peux faire une conférence entière, en fait. Et notamment, j'en ai une que j'ai déjà faite sur l'origine des horoscopes de presse, dont je parlais tout à l'heure, qui est extraordinaire, quoi. Mais il y a de quoi tenir plus d'1 heure sans problème. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, en fait. L'astrologie, c'est un monde qui m'est vraiment inconnu. Et je me demande comment on en arrive à devenir astrologue, si vous vouliez peut-être nous parler un peu de votre parcours.
Moi, en fait, je suis tombé dans l'astrologie, j'avais à peu près 19 ans, et parce que je m'étais construit, pour aller très vite, une personnalité que je pensais unique. Et un jour, en lisant le portrait du Verseau, je me suis pris des claques, parce que ça me parlait de moi. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible que ça puisse autant me correspondre, il doit y avoir des raisons. Et quand j'ai monté mon thème, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs planètes en Verseau. Parce que je savais bien que les Verseaux, il y en a 1 sur 12. Donc ça ne pouvait pas correspondre qu'à moi non plus, la différence entre se reconnaître et se distinguer des autres. Par contre, moi j'avais déjà 4 planètes, je crois, en Verseau, plus, parce que le Verseau c'est un signe un peu intellectuel, j'avais d'autres planètes dans des signes intellectuels aussi. Et donc, dans le thème, j'ai réussi à retrouver un petit peu ce que je voulais. Et donc c'est comme ça que je suis tombé dedans, parce qu'en termes de biais, j'étais pas du tout armé pour décoder les choses en fait. Et puis pareil, quand on rentre là-dedans, on rentre par la pratique, on rentre pas par le côté théorique. Donc les questionnements théoriques, je me les suis posés très très longtemps après en fait. Une petite question bête, vous ne pensez pas que l'astrologue sert de psychologue à beaucoup de gens? Ils n'osent pas dire je vais voir le psy, mais l'astrologue, pourquoi pas? Alors si, bien sûr, ils s'en cachent pas, hein, de toute façon. Au sens figuré du terme, hein, c'est pas exactement des psychologues, mais bien sûr, l'astrologue permet de se poser des questions sur soi, de réparer les petits bobos, de se confier, bien sûr. Mais si vous avez vu tout à l'heure, dans les courants astrologiques, il y a l'astropsychologie. C'est-à-dire qu'il y a des astrologues qui se forment vraiment à la psychologie. Quand j'en suis parti, il y en avait qui avaient des masters en psycho et qui donc donnaient des consultations astrologiques. Donc oui, bien sûr, ils jouent aussi ce rôle. Et puis c'est bien pratique aussi parce que quand on va voir l'astrologue, en général, on y va une fois. Ou alors on y retourne, mais à un certain moment, bien longtemps après. C'est pas comme dans une thérapie où vous commencez à y aller, à revenir. Ce ne sont pas les mêmes tarifs non plus. Et je pense aussi que quelque part, quand on va voir un psychologue, c'est qu'on admet qu'on est plus ou moins touché par une pathologie, voire qu'on est malade, voire d'autres qui pensent qu'ils sont fous, ce genre de choses. Quand on va voir un astrologue, on n'y va pas pour les mêmes raisons. On peut y aller finalement pour les mêmes raisons, mais en tout cas, on ne se le dit pas comme ça. Voilà. D'être venu, et puis je vous dis à la prochaine. Bonne soirée, au revoir. Merci.